Le waste management, c'est un peu ça. On nous a proposé, puis on nous a un peu conditionné à la facilité. Mais dès que tu te poses des questions, tu vois que le système de gestion de matières résiduelles est plein de trous, plein de défis. Énormément. Puis on veut pas trop les voir parce qu'on veut continuer à consommer. Parce que si on commence à se questionner puis on voit que le système marche pas, il va falloir se réapproprier nos achats, réapproprier nos déchets qu'on génère. On va vouloir essayer de les traiter nous-mêmes. Ça, c'est ce que le système veut pas. Il veut qu'on continue à mettre les matières dans le bac. La modernisation de la collecte, c'est un peu ça. On met tout dans le bac puis on va trouver des marchés. Peut-être, mais peut-être pas. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit? C'est nul autre que Simon Paré-Poupard, qui est un vidangeur depuis plus de 20 ans et il est aussi auteur parce qu'il a écrit le livre Ordure, journal d'un vidangeur. Fait qu'un énorme merci à Simon d'être venu sur le podcast. Ça a été une belle conversation, hein? Juste avant que je vous laisse écouter encore une fois le podcast, juste dire encore une fois un énorme merci à nos commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Ce sont d'excellentes bonnes cafetières, sont super belles, sont durables. C'est la high class des cafetières. Fait que si vous en pognez une, faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en café, fait qu'ils s'occupent de la distribution de tous ces beaux produits-là, en plus de, si vous voulez, du grain de café et tout ça. Fait que bref, je vous encourage à aller les voir en magasins qui sont situés à Varennes, sur la rive sud de Montréal. Allez les voir dans leur local, ils sont super sympathiques et crissement efficaces. Ou sinon, vous pouvez toujours aller sur leur site internet au procafetière.ca. Commandez-vous une poche du café What's Up tant qu'à y être, hein? Si vous voulez m'encourager, moi, allez au patreon.com/whatsuppodcast. En plus de vous donner accès à tous les podcasts d'avance avant qu'ils sortent en ordre chronologique sur ma chaîne YouTube, ça m'aide à me financer. Hein? En ce moment, je vis un peu de démonétisation avec YouTube. Fait que si vous voulez m'encourager, une bonne façon de m'aider financièrement, c'est en devenant membre au What's Up Podcast, au patreon.com/whatsuppodcast. C'est pas cher, c'est 2-3 piastres. Pour vous autres, c'est pas grand chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Ou sinon, si vous voulez m'encourager encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Hein? Cliquez sur s'abonner, laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire positif. Ça va m'aider avec les algorithmes. Ou sinon, tout le monde, je vous souhaite une excellente semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Bon, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, très content de le recevoir aujourd'hui. Simon Paré-Poupard, depuis une vingtaine d'années, il est vidangeur. Il a écrit le livre Ordure, journal d'un vidangeur. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir d'être ici. Ton livre, il a eu un très bel accueil médiatique. Ouais. Parce que moi, c'est de même que je t'ai découvert, tu sais, j'avais jamais entendu parler de toi avant, tu sais. Puis pour vrai, un livre qui parle ça du milieu des vidangeurs, je veux pas être méchant, mais ça m'a étonné qu'il y en ait qui se sont autant intéressés à ça, tu sais. Mm-hmm. Puis je pense que t'as beaucoup marqué le monde parce que t'as continué à faire des entrevues par la suite, même tout le monde en parle, à Radio-Canada aussi, puis fait que je suis content pour toi. Moi, je suis content et surpris quand même. Ouais? Tu t'attendais pas à ça? Non, du tout. Franchement, premièrement, je savais même pas que le livre pouvait avoir cette force-là dans une société comme la nôtre. T'sais, moi, je suis de la génération où on commence à moins lire puis on écoute beaucoup de vidéos. Ouais, moi, man, j'ai commencé ça, même pas 6 mois, lire. Lire, c'est ça. Puis pourtant, ça veut pas dire qu'on n'a pas de culture. C'est simplement que la culture se fait un peu différemment. Ouais. Moi aussi, je lisais beaucoup à l'université, mais de savoir que le livre peut avoir encore cette force-là. Tu sais, je suis assis devant toi, tu l'as dit, à cause du livre. Ouais. Je me suis promené un peu partout au Québec, donner des conférences à cause du livre. En plus. J'ai été dans les médias à cause du livre. Puis grâce au livre, on s'est intéressé à un métier
qui est vraiment loin du livre, le vidangeur, tu sais, c'est même Ben un peu à oui. l'opposé. Puis on est rempli de préjugés Rempli de de ça. préjugés. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, toi, que t'as voulu écrire ce livre-là, c'est pour justement parler des travailleurs, tu sais, que c'est un métier méconnu, qui est même trop souvent méprisé. Puis tu as parlé aussi de l'abus de consommation, puis de l'impact des déchets sur notre société. Fait que tu voulais parler de ça? Ouais. Puis je pense qu'une partie de la popularité, c'est peut-être ça. J'ai été à... On peut nommer des radios. Ben oui. J'étais à 98.5, Patrick... avec mon cher Patrick Lagacé. Puis il m'a demandé, il m'a posé cette question-là. Puis ça m'a fait réfléchir pourquoi que le livre pogne. Puis je me suis dit que au Québec, on n'avait peut-être pas assez parlé des métiers. Tu sais, des métiers, ben tu sais, on peut penser chauffeur d'autobus, plongeur, comme l'a fait récemment un auteur, le film. Oui, ça aussi. Mais ça, aussi. Le livre, il avait fucking pogné. Ouais. Puis après ça, ils ont décidé des années après d'en faire un film d'adaptation. C'est ça. Fait que tu vois, c'est les préposés bénéficiaires. Il y a plein de métiers duquel on dépend là, en société, mais qu'on ne voit pas, qu'on invisibilise, qu'on considère peu ou pas. Puis drôlement, tu sais, les médias vont peut-être s'intéresser à d'autres choses qui sont plus glamour, plus marketing, je sais pas. Mais c'est ce que Patrick m'a amené à réfléchir, puis j'ai pu en parler. Je crois que c'était une partie de la réponse, c'est ça. C'est qu'on parle pas assez de ce que fait monsieur et madame tout le monde, des jobs. Puis ça fait du bien d'en parler. Puis peut-être ma chance à moi, là, c'est un sociologue, Georg Simmel, là, qui parlait de la position de l'étranger. Tu sais, quand t'es étranger à un milieu, ça te permet d'avoir une perspective, un regard un peu extérieur. Moi, drôlement, les vidanges, c'était pas tout à fait mon... Moi, je me destinais pas à devenner vidangeur. Là. Mais non, toi, t'étais un intello, c'est ça, je comprenais. Au secondaire, j'étais un intello. Un petit intello. Un petit nerds, là. Je gamais, j'étais un geek, je jouais à Donjons et Dragons, je pognais pas auprès des filles. Je suis devenu vidangeur. Fait que tu t'es dit ça va pogner, là. Ouais, ça, un peu plus. Là, je me suis dit, mon affaire, ça marchait pas. Mais les vidangeurs m'en ramassaient de la guédaille. Écoute, c'est drôle, mais il y a 2 vidangeurs récemment qui ont dit qu'ils se sont servis du fait que vidangeur s'est rendu un peu plus trendy pour cruiser avec ça dans un bar. Ben, deux de mes collègues. Ouais, 2 de mes collègues, ils ont dit... Ça a marché cette fois-là, en tout cas. Okay. Parce qu'avant, moi, c'est une question que je posais aux gars. Félicitations à eux aussi. Oui, c'est ça, dans ce sens-là. Parce que, tu sais, avant, je demandais souvent aux gars, t'en parles-tu dans une première date que t'es vidangeur? Ah, j'arrête. Moi, j'ai tendance à dire non, c'est ça. Certain. Fait que là, les gens, fonctionnaires en manutention de gestion des espaces, tu dis des affaires un peu... mais fait que, tu veux pas trop en parler. Puis là, drôlement, tu sais, il y a des vidangeurs qui l'ont dit upfront pour cruiser des filles. Ah ouais. Parce qu'il avait lu le livre, donc tu sais, ça... C'est peut-être une tendance, mais effectivement, je pense que le livre a permis de changer le regard que des gens portent sur le métier. Là, ben, tant mieux, tabarnak, parce que Chris, c'est vrai que c'est ça, trop souvent, il y a des métiers qui sont super nécessaires. Même la plupart de tous les métiers sont nécessaires pour pouvoir avoir une société saine puis fonctionnelle aussi. Puis est-ce que je peux... Oui, drôlement dans le livre, moi j'ai cité un auteur, David Graeber. C'est le gars qui a fait Occupy Wall Street. Il a starté aux États-Unis. Puis lui, David Graeber, il a fait un livre qui s'appelle Bullshit Jobs, puis qui dit le capitalisme, même si dans le fond l'idée du capitalisme c'est on veut faire de l'argent, on va être productif, a généré puis génère son lot de bullshit jobs. Puis c'est souvent ces emplois-là que des gens font, puis qui réalisent que même s'ils étaient pas là, ça changerait rien. Puis drôlement, c'est des métiers qui sont bien payés, puis que la méritocratie, c'est-à-dire on est dans une société que d'avoir des diplômes, ça veut dire que t'es important. Bien, tu sais que t'as un bon salaire, t'as un diplôme, t'as un emploi qui sert à rien. Ça va pas ensemble. Puis ces gens-là, dans le fond, quand tu s'en vas dans le discours intime, ils l'avouent. Puis moi, ce qui est drôle, c'est que ces emplois-là vers lesquels notre société tend ou nous encourage à devenir, ben c'est vraiment pas être vidangeur. Puis pourtant, vidangeur, c'est très concret puis c'est très utile. Puis c'est le parallèle que je ferais. Je pense pas que... Lorsque je suis en conférence, je le fais souvent. Là. En sociologie du travail, on le fait. Tu sais, décortique un emploi dans ta tête puis dis-toi pourquoi il gagne un bon salaire puis pourquoi il y a pas de reconnaissance sociale où il y en a. Puis c'est des constructions en société qu'on s'est faites, des discours qu'on s'est fait à croire. Puis le vidangeur, tu sais, c'est l'exemple, le symptôme du fait qu'on peut déconsidérer de façon très arbitraire un emploi essentiel à la société. Ben oui. Puis moi, je trouve David Graeber l'a soulevé dans son livre, de Bullshit Jobs. Ouais. Il avait fait un parallèle entre des vidangeurs qui font la grève à New York puis des banquiers qui font la grève, je pense en Islande. Puis les banquiers étaient sûrs qu'on voudrait qu'ils reviennent vite, tu sais, travailler.
beaucoup plus vite que des vidangeurs, mais non, c'est les vidangeurs qu'on veut qu'ils reviennent très, très rapidement. Ben ouais, c'est ça, on l'a vu en France quand ils commencent à France, manifester, en puis Italie, en Grèce. ils ramassent pas les déchets. C'est là. dégueu, là. C'est le Ça chaos. ressemble à Montréal. Mais, ouais. Non, non, Au dégel? ça ressemble à Montréal au dégel. Des Mais- seringues partout, des déchets. Ben, on l'a vécu. Tu sais, la semaine qu'on n'a pas ramassé de déchets à cause de la tempête de neige. ouais. Même si c'était l'hiver, c'était le bordel, là. C'était vraiment dégueulasse. Hmm. Une semaine, l'hiver, en plus, il y a le tiers de moins de déchets. On jette moins de déchets l'hiver, en général, là. Fait que même là, on le ressent une semaine. Mais oui, c'est ça. C'est mon gars, là. Tu peux pas... Mais moi, c'était plus, en passant, tu sais, c'était plus une critique envers Valérie Plante que les vidangeurs, là, mon affaire, là, parce que la petite ville, moi, je la trouve dégueulasse, là, je la trouve épouvantable. Ouais. Mais en tout cas, regarde, on n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Ouais. Mais moi, quand tu parlais des bullshit jobs, moi, la seule affaire qui me venait en tête, c'était la taille de l'État, les fonctionnaires publics qui continuent de grossir, puis de grossir, puis s'auto-donnent des jobs, là, tu sais, comme, ah, ben là, si ça, ce job-là, faudrait pas qu'on la fasse au complet, on va engager 2 personnes pour faire la même crise de job. Fait que, il y a surtout, tu sais, ils sont essentiels, ce monde-là, il en faut des fonctionnaires. Ouais. Mais tabarnak, là, je trouve qu'il y en a trop, là. Les fonctionnaires. Mais ça pourrait être, lui, ce qu'il dit, David Gerber, c'est que c'est aussi dans l'industrie privée. C'est pas à cause qu'on est, tu sais, comme on se veut productif, tu sais, on va mettre en place pour créer un poste, c'est pour mettre en place, de dire que dans ma structure d'entreprise, j'ai un gestionnaire de ci ou de ça. Là. Puis lui, c'est ce qu'il dit, mais peut-être dans l'État aussi, effectivement, mais je pense que c'est at large. Mais moi, je crois que individuellement, ce qui est intéressant, c'est, pour ma part, j'ai été intervenant en crise suicidaire pendant un temps. Puis, tu sais, j'avais des gens à 50 ans là, qui avaient une grande remise en question, séparation, job. Tu sais, c'est comme si toute ta vie, tu fais le même emploi sans te questionner sur ça sert à quoi, pourquoi je le fais. Je suis heureux là-dedans. Je suis heureux là-dedans. Qui devrait être la question principale. Beaucoup plus que est-ce que j'ai gagné un diplôme, je dois le faire, ou j'ai eu un poste, une opportunité, arrête. Le nombre d'argent que tu fais. Le nombre d'argent, tu sais, c'est vraiment est-ce que t'es bien, puis est-ce que t'es valorisé dans ton travail. Parce que, écoute, quand t'es pas là pendant 3 mois puis ça change rien, c'est poche, là. Ça veut dire que ta principale activité de vie sert à pas grand-chose. Puis c'est ça que David Graeber, c'était drôle parce que lui, c'était un article qu'il avait fait au départ, puis il y a plein de gens qui ont écrit. Puis il se reconnaissait dans le concept de bullshit jobs. Ah ouais. Puis c'était pas que des fonctionnaires de l'État, c'était vraiment at large, mais c'était surtout pas des ouvriers. Tu sais, moi j'amène des gens là comme mon ami est avocat, puis il vient faire des vidanges avec moi des fois. Puis tu sais, il y a une job plutôt sédentaire, télétravail, tu sais. Mais quand il fait des vidanges, il doit faire du bien de bouger, ça lui fait mal aussi. C'est un peu les deux. Il met toute la petite crème dans le dos là. Ouais, j'ai failli le perdre la dernière fois là. Ben on va revenir justement à toi qui a commencé là-dedans parce que ça tu disais que t'étais un intello. Un intello, tu jouais à Donjons et Dragons. Puis là, je pense que ce qui est arrivé, ce que j'ai compris, c'est que il y avait une quête un peu de virilité ou une quête d'identité. Puis ça a pas mal commencé avec le beau-père. Tu veux-tu continuer là-dessus? Ben oui, mon beau-père que j'apprécie beaucoup par ailleurs, là, puis... Tu sais, c'est que mon beau-père, lui, il était tout l'inverse de ce que j'étais. Là. Mon beau-père, tu sais, son fan, c'était Arnold Schwarzenegger. Il se graissait le chest, il se le rasait, tu sais, il allait dans les gyms. Puis moi, j'étais le petit intello. Donc, on s'est réunis ensemble parce que c'était mon beau-père. Tu sais, peut-être que la vie nous aurait pas réunis, mais là, on était ensemble dans la même maison. Fait qu'au début, moi, je trouvais ça drôle. Tu sais, je me moquais un peu de lui. Je me moquais de moi, l'autodérision. Je comme, je suis tellement pas comme toi, je trouve ça cave ce que tu fais. La différence, mais finalement, tu sais, quand tu pognes pas... Puis là, justement, t'es en remise en question. On a tout le temps de quoi à apprendre de l'autre. Vraiment, même que ça soit négatif ou positif, c'est sûr, c'est plate des fois que c'est négatif, mais des fois, tu peux ressortir d'extrêmement d'affaires positives d'une situation négative. Oui, c'est ça, d'aller chercher le positif. Tout dépendamment de ta façon d'appréhender le problème ou la situation. Oui, puis d'autant que lui, il le faisait pas... Tu sais, moi, je dis, on est des construits sociaux, là. Tu sais, je veux dire, on se construit à travers nos expériences. Puis je peux pas m'attendre de mon beau-père qui me parle de théâtre puis de littérature. Il avait jamais vu ça dans sa vie. Fait que lui, il m'a amené l'expérience qu'il avait. Puis effectivement, il y avait un peu de résistance de mon côté, mais il y a eu après ça de l'apprentissage puis de l'appréciation. Fait que lui, il m'a donné un conseil, tu sais, change, tu veux pogner avec les filles, change. Fais un homme de toi. Puis là, il m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, faire un homme de toi? C'est quoi pour toi? Il dit, va ramasser des vidanges. Puis drôlement, il avait jamais ramassé de vidange, puis il aurait sûrement jamais été capable. Mais c'est le conseil qu'il m'a donné.
Tu mets des tops, ce petit job-là. J'ai déjà fait, oui. Ah, pour vrai? Oui, veux-tu savoir combien de temps? Combien? 47 minutes. OK, bon. C'était pas un défi, là, c'était vraiment du job là, que je m'en allais faire. Je te raconterai des détails plus tard, mais je veux juste 47 minutes, ouais. Fait que, 47 minutes, ça arrive souvent. fait que tu sais, pour moi, c'était ça, faire un homme. Si un homme, c'était d'avoir l'air de vidangeur, d'avoir cette virilité-là, fine, ça me va, mais j'ai aussi découvert beaucoup de vulnérabilité. T'sais. Fait que l'un ne va peut-être pas sans l'autre. T'sais, tu te donnes un front de fierté masculine, mais derrière, il y a beaucoup d'enjeux, de traumatisme ou d'enjeux à l'enfance qui se reportent un peu plus tard. Donc, j'ai découvert ça. Fait que moi, ça m'a sorti beaucoup de mes... de qui j'étais, de découvrir une autre classe sociale, un autre milieu. Fait que ça m'a donné beaucoup d'humilité. Parce que je me suis dit, après ça, quand j'étais assis sur les bancs d'école, je voyais des gars qui, eux, pouvaient même pas être assis sur un banc d'école. Ouais. Il y avait pas cette chance-là, la mobilité sociale, de par leur éducation ou leur casier judiciaire. Fait que moi, lorsque j'étais assis, j'avais beaucoup de respect pour ceux qui me permettent de rester assis. Ouais. Quand tu comprends ça, là, tu sais, moi, c'est ça, j'ai compris ça tellement tard, là. Tu sais, de la chance, j'avais de pouvoir avoir quelqu'un qui me donne de la connaissance, mais le format de l'école, en tout cas du primaire jusqu'au secondaire, était juste pas pour moi. Puis j'étais pas encore rendu là. Dans ma vie, tu sais, parce que j'y étais, j'ai crissement ma part de responsabilité là-dedans, parce que, genre, secondaire 4, je lâche l'école, mais allez finir aux adultes, merde, ça va me prendre d'un mois de temps. Chris, j'ai toffé 3 semaines, plus longtemps que vidangeur, mais je suis parti après, je continue à vendre du pot, tu sais, puis à me faire ma propre éducation toute seule. Fait que, mais je le comprends en esti de quoi tu parles. Puis tu vois, en intervention, parce que ça, j'étais intervenant social, puis tu sais, toute vérité n'est pas bonne à dire si la personne n'est pas prête à le recevoir. C'est-à-dire, on a tous des chemins de vie, puis peut-être que l'école, à ce moment-là, c'était pas le bon moyen de te faire apprendre quelque chose. Puis c'est ça que moi, j'ai réalisé, là, tu sais, comme les gars avec qui je suis, ils ont réussi. Pour un temps, il y avait besoin d'être vidangeurs, peut-être pour sortir une partie de la violence qu'ils avaient intégrée de leur enfance. Ouais, à ce point-là. Ouais, moi, je dis que ce que je disais aux gars, c'est, pour une job tough, il faut des gars tough. Faites tough avec une vie tough. Fait que, tu sais, il y a une forte résonance. C'est-à-dire, en arrière du truc, tu te fais violence. Tu te fais violence dans le sens... Tu sais, ton corps est pas habitué à se faire mal de même. Tu sais. Surtout les premières journées, 18 heures, les mains, ça paraît. Fait que c'est le corps, un exutoire. Un exutoire, clairement. Ils sortent la violence qu'ils ont eue à leur enfance. Il y en a beaucoup. Puis j'en fais partie, parce que moi, j'avais mon beau-père qui était le monsieur que j'ai parlé. Ouais. Mais j'avais mon père qui était alcoolique. Moi, j'ai eu une enfance aussi plutôt... Il était encore dans le décor, lui? Il était encore dans le décor. Puis, tu sais, j'ai décidé dans le livre d'en parler. C'est mon éditeur qui m'a encouragé. Au début, je parle pas de ça. C'est des affaires privées, mais ça l'aide tellement au monde, tu sais, qui ont vécu de quoi de semblable ou similaire, tu sais. C'est de sentir, ouais, c'est ça, une résonance avec ce qu'ils ont vécu. Puis les gars, j'ai réalisé, moi, que, tu sais, j'allais à l'école, je parlais d'un père alcoolique à l'université, puis les gens étaient pleins de sympathie, puis ils se questionnaient. Mais évidemment, je dis, j'ai un père alcoolique, c'était banal, là. C'était même pas un sujet, là. Des pères ils ont des pères 100 fois pires que le mien, là. Mais quand même, tu sais, il y avait, dans ce qu'on appelle une trajectoire de vie en sociologie, là, tu sais, comme dans ma trajectoire de vie, il y avait quelque chose qui peut m'amener un peu plus vers les vidanges que peut-être la personne qui a des parents avocats ou médecins qui vont engendrer des médecins. Fait que, moi, c'est la raison, j'étais comme à mi-chemin. Puis moi, j'ai été un peu vers le milieu des vidanges à cause de ces deux-là, tu sais, le père et le beau-père. Puis moi, je dis à mon beau-père, il m'a rendu un immense service. Tu sais, j'aurais quand même pas été naturellement, là, tu sais, mais même j'étais un nerd, mais j'étais un fucking sportif. Parce que j'avais vécu des choses. Tu sais, moi, je me souviens au cégep, avec les gars, maintenant, on voulait courir 100 km. On courait pas. On voulait courir 100 km. J'avais vu quelqu'un qui le faisait. Puis on s'est lancé le défi, puis je suis le seul qui a été, puis je l'ai fait. J'avais jamais couru de ma vie, j'ai couru 100 km à 20 ans. Fait qu'accomplissement et reconnaissance. Mais c'était, j'avais une rage, comme beaucoup de vidangeurs, une rage en soi, qui est basée, tu sais, sur des traumatismes, de la violence que tu sais pas comment exprimer. À 20 ans, si on te l'explique pas, si t'as pas la chance d'avoir rencontré un intervenant, qu'est-ce que tu fais avec cette violence-là? Ou si t'es pas prêt à la comprendre. Aussi. Pas prêt à la comprendre, effectivement. Tu sais, c'est pour ça qu'on disait, tu sais, il faut être prêt à. Ouais. Puis moi, je respecte le gars qui a décroché en son R3 parce que l'école, ça le rejoignait pas. Il y avait peut-être quelque chose en dedans de lui, mais peut-être, tu sais, que plus tard, il va comme développer d'autres capacités par d'autres moyens d'intéresser à d'autres choses.
Fait que là-dessus, tu sais, c'est la raison pour laquelle, tu sais, de juger des gens à un moment de leur vie, c'est touché, là, tu sais pas, là, tu sais pas toi où tu vas être. J'ai aussi fait crise itinérance comme intervenant, puis quand tu regardes les trajectoires de vie des gens, c'est impressionnant, là, ça pourrait être un peu tout le monde, là, tu sais. Tu sais, c'est ça qui est bizarre. Alors moi, j'ai beaucoup de... Tu sais, drôlement, les gars avec qui je travaillais, c'est les gars qui me bulliaient au secondaire. Fait que mais tu sais, vu que j'ai travaillé avec eux, j'ai pu les écouter. Les comprendre. Ben, les parce comprendre. Que c'est drôle parce que Chris, tu sais, par la force des choses de la vie, vous avez fait vous rencontrer. Ouais. Puis tu sais, je trouve ça tellement difficile maintenant, le monde, à juste qu'ils se parlent, juste arriver à ce qu'ils se parlent. Ouais. Fait que tu sais, ça me fait rire que là, c'est derrière un truck à vidange que ça se passe. Puis là, vous comprenez. Tu sais, l'autre est pas de mauvaise intention, de mauvaise foi. Puis il essaie de t'écouter, puis en retour, toi, tu l'écoutes avec vraiment attention. Parce que tu sais, le monde, des fois, tu sais, je dis souvent, mais tu sais, il écoute pour répondre et non pour entendre, tu sais. Fait que c'est ça. Fait ils ont pas la présence, c'est ça, la disponibilité. Mais ça, c'est sûr que le côté d'intervenant, ça aide beaucoup, là. Je pense que le livre, ça m'a beaucoup servi que tu essaies de pas trop juger les gens, là, tu sais. Fait que oui, j'ai entendu des commentaires qu'aujourd'hui, je pense, dans les médias, seraient inacceptables, des trucs machistes, un peu sexistes, un peu racistes. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est la personne d'où elle vient, là. Je veux dire, si elle, c'est tout ce qu'elle a entendu toute sa vie, des commentaires comme ça, puis qu'elle a l'impression que c'est ce qu'elle doit dire pour être intégrée, tu sais, parce que socialement, ce que tu veux, c'est rejoindre la gang. Fait que là, tu sais, si pour elle, de dire à une fille ou la siffler, puis c'est in dans sa tête, c'est pas nécessairement que c'est un gros macho, c'est que c'est ça qu'elle a appris. Puis moindrement que tu lui laisses la chance de réaliser que oui, effectivement, c'est un peu déplacé, un peu cave, ben il va se réajuster, là. Fait que c'est moi j'appelle ça le mimétisme social, là. Tu sais, si tout ce que tu as vu dans ta vie, c'est ça, tu peux pas demander à une personne qui a eu des abus, qui a eu des familles d'accueil, qui a vécu des traumatismes, que peut-être que du jour au lendemain, paf, elle change. Fait que là-dessus, moi j'ai beaucoup de... Juste d'avoir eu la chance de dialoguer, ça permet une certaine ouverture avec des gens que j'aurais pas parlé. Ils seraient pas venus jouer à Donjons & Dragons avec moi, nécessairement, les vidangeurs. Il y en a, mais pas beaucoup. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve tellement important, c'est ça, le mot est excellent, puis très bien choisi, c'est de discuter. Parce que la discussion, c'est ça que ça amène, une ouverture à l'autre, puis à comprendre l'autre. Puis en ce moment, c'est pas souvent ça c'est plus de la moralisation, puis pointer du doigt, puis fait que l'autre, qu'est-ce que ça fait? Il tombe automatiquement sa défensive. Là, les deux, c'est moi j'ai raison, toi t'es un woke, toi t'es un fasciste, toi t'es... Puis là, ça finit plus, là, tu sais. Puis ils se rejoignent jamais. Puis ils s'en vont sur leurs réseaux sociaux, chacun de leur côté, puis ils se créent deux mondes en parallèle. Ben oui, même plus ça crée des chambres d'écho, puis tout ça. Il y a absolument rien de productif là-dedans. Il y a rien de productif. Fait que je veux revenir à toi. Fait que dans le fond, t'es content que ton beau-père t'aille confronté dans un peu dans ton confort, on peut dire. Ben écoute, oui, il m'a parce qu'en fait, il avait raison, là. J'étais dans les jupes de ma mère. Parce que ma mère savait le père que j'avais. Fait que lui, il a voulu dire, tu sais, sors de ta zone de confort. Puis il m'a proposé ça. Fait que je trouve que c'est un service qui m'a rendu. Tu sais, je pourrais avoir un regard, tu sais, de culpabilisation. Tu sais, il aurait pas été un meilleur père aussi. Il m'a donné le conseil qui était le meilleur dans ce qu'il lui pensait, juste et bon. Puis en fait, ça m'a rendu un énorme service. Tu sais, c'est pas la bonne façon en disant « Hey, fais un homme de toi », surtout aujourd'hui, tu sais, de dire une appellation comme ça. Mais quand même, tu sais, lui, par ses outils, par ses moyens, ben, il m'a rendu un service qui fait que j'ai écrit un livre, là, tu sais, puis j'ai découvert un monde, j'ai découvert des amis, j'ai découvert des gens que j'aurais jamais côtoyés autrement. Fait que oui, tu sais, d'où il a été, je trouve qu'il m'a rendu un très grand service. Et ça ressemble à quoi le profil type du vidangeur? Est-ce qu'il y en a un? Puis c'est ça, si oui, ça ressemble à quoi? Ben, tu sais, comme on va en sociaux, les stéréotypes, tu sais, si on a un stéréotype à se faire, c'est vrai que pas d'éducation, consommateur, hors norme dans la physionomie, c'est-à-dire peut-être dentition, tatouage, homme. En tout cas, si on parle de compagnie privée, homme, clairement. Puis, dossier criminel potentiel. Y a-tu des femmes qui sont vidangeuses? Les femmes en arrière d'un truck, compagnie privée, 1 sur 100, puis 2 ans maximum de métier.
Puis pour un homme, ça ressemble à quoi? un homme, ben, tu sais, la rétention, c'est 90% des gens qui quittent, 10% de rétention. Fait que il y a une forte rotation, même pour les hommes. Les femmes qu'on va voir, la plupart du temps, sont col bleu. Puis les cols bleus, drôlement, la ville de Montréal, dans le fond, a donné les déchets, ce qui est le plus lourd, aux compagnies privées depuis des années. Depuis les années 70 au Québec, plus ou moins, ils ont commencé... Ils veulent s'occuper que du recyclage parce que les gens se blessent moins et c'est beaucoup moins difficile physiquement. Ben oui. Fait que c'est la raison pourquoi on voit plus papier, plastique. C'est ça, pour ça qu'on voit plus de femmes à cet endroit-là. Après ça, moi, je suis capable de dire aux femmes... tu sais, des Ronda Rousey, il y en a, là. Je suis convaincu qu'il y a des femmes hyper athlètes qui seraient capables d'avoir des bons tonnages. J'en ai connu quelques-unes. Des bons tonnages parce que les compagnies, souvent, vont te chiffrer, là. Tu sais, comme Simon Paré, dans une telle run avec un tel chauffeur, il fait 4 tonnes à l'heure. Dans une autre run avec un autre camion. Ouais, c'est très performant. Très axé sur la performance. Donc, c'est un peu comme tout sport professionnel, là. Tu sais, est-ce que tu peux comparer hommes et femmes? Ça dépend. Tu sais, je suis convaincu qu'il y a certaines femmes qui sont capables, mais ces femmes-là, moi, je dis, ils vont aller dans le milieu sportif professionnel. T'sais, ils iront pas chercher d'être la meilleure des vidangeuses. Puis encore une fois, même la meilleure des vidangeuses va devoir se comparer contre le meilleur des vidangeurs. T'sais, nous, dans notre jargon, il y a des GOAT. Il y a les meilleurs vidangeurs, on sait à peu près c'est qui, on a des noms. Il y a une fierté. Il y a eu des concours de vidangeurs pendant un temps à la chute. Ouais, des épreuves. Là, ça doit faire longtemps de ça. J'ai jamais entendu parler de ça. À la chute, ça doit faire... Moi, je commençais, ça fait 20 ans. OK. 20 ans. Des meilleurs vidangeurs. Concours de camionnage, mais c'est comme les bûcherons ou les pompiers. C'est un peu la même chose. Fait que bûcherons, je l'ai déjà vu, par exemple. C'est impressionnant. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Donc, oui, il y en a, mais tu sais, même les gars, tu sais, après 3-4 ans, on voit plus personne. Il n'y a pas une grosse rétention. Ceux qui restent longtemps comme moi, ils ont développé souvent une éthique. Parce que surtout qu'au début, vu que c'est difficile physiquement, il y en a beaucoup qui vont utiliser de la drogue. Un peu en intervention, on appelle ça de l'automédication. Ou en sport, on appelle ça l'enhancing drugs, d'aller chercher des drogues de performance. Genre du speed, là? Ouais, qui marche très bien. Le speed. Ouais, mais parce que tu sais, ça donne l'énergie que le corps. Et voilà, tu n'as pas besoin de manger. Non. T'as pas besoin de l'eau. Bois de l'eau. Bois de l'eau un peu. Puis t'as pas besoin de dormir, tu te sens un peu comme un surhomme. Tu sais, le speed marche très bien. T'sais, pour un vidangeur qui a pas des fortes capacités sportives. Moi, j'avais la chance d'être très en forme. Mais tu sais, un vidangeur qui est juste un ouvrier va pouvoir prendre ça. Est-ce que c'est quand même connu? Est-ce que c'est répandu? Il y en a beaucoup qui font ça? Oui. Ou... Ah ouais? Ouais, quand même. Puis c'est quoi, le monde se ferme les yeux ou... Non. En même temps, les autres sont performants. Ouais, ils sont performants. Tu le vois dans les statistiques. Il marque dans les statistiques le nombre de speed qui est rendu. Il faudrait le demander à des autorités. Mais pourquoi qu'ils ont ça? Tu sais, pourquoi qu'ils ont des statistiques autant? C'est-tu pour faire la compétition entre vous autres? Ou... Entre nous autres. Puis parce que c'est sûr qu'en tant que gestionnaire, tu veux savoir... tu sais, un secteur donné, ça sort en combien de temps si tu mets tes meilleurs effectifs? Parce qu'après ça, quand tu fais tes soumissions... Tu veux un peu savoir si je mettais l'effectif, je suis capable de... Tu sais, une soumission, ça se fait avec un nombre d'heures employées. Mais tu sais, un nombre d'heures employées va différer selon la productivité d'un ou l'autre. Fait qu'eux, ils se basent sur les plus performants. Fait que tu sais, admettons qu'ils voulaient avoir un nouveau contrat, ils vont envoyer les plus performants, ils vont faire, OK, avec des bons gars, je sors ça en un nombre d'heures X. Fait que lorsque je vais faire ma soumission, je vais me baser sur le nombre d'heures que j'ai l'impression sur un 4-5 ans que ça va me coûter comme entreprise. OK. Fait que... Puis tu veux toujours les employés performants là, dans tout. Là. C'est juste que là, c'est plus flagrant. Là, pour être performant, faut que tu roules. Là, mais tu l'as vu, si tu as fait 45 minutes. Il y a une différence là, entre quelqu'un qui marche, puis quelqu'un qui court, puis quelqu'un qui charge 4 tonnes. T'sais, dans le fond, on dit qu'à la ville, il faisait 8 tonnes en 8 heures à 2. Puis nous, les plus performants vont être capables de faire 8 tonnes en 1 heure. Il faut des conditions particulières. Ouais. Mais... on peut pas... ce qu'on appelle une machine, c'est 4 tonnes à l'heure minimum. Là. 4, 5, 6 tonnes à l'heure. OK, fait que ça les aide au point de vue aussi marketing ou juste administratif. Administratif, de comment gérer les contrats. Ouais. Puis là, on parlait de la speed, là, tu sais. Ouais, ça t'a intéressé. Ben, c'est parce que je trouve ça fascinant, puis t'as l'air à être à l'aise d'en parler, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, pas besoin de nommer de nom ou peu importe de ça. Fait que c'est de quoi qui est quand même fréquent... Beaucoup? Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en intervention, on appelle ça la réduction de méfaits. C'est-à-dire, là, dans une ressource où tu accueilles des personnes en situation d'itinérance ou toxicomanie, tu considères qu'une personne qui est dépendante ne peut pas arrêter du jour au lendemain.
c'est difficile. Tu sais, il y en a que oui, il y en a que ça va être leur approche. Mais tu sais, nous, ce qu'on va considérer, c'est la raison pourquoi j'aime le milieu des vidanges, c'est que tu peux pas empêcher une personne qui consommait. Tu sais, c'est difficile. Fait que tu sais, quel milieu permet que tu puisses consommer et faire ton emploi? Il y en a pas beaucoup d'emplois. Fait que ce milieu-là, drôlement, tu sais, la drogue peut servir à bien faire la job. Après ça, tu sais, je te dis pas qu'il faut continuer là-dedans tout le temps, mais il y a comme une tu sais, encore une fois, c'est une résonance entre ton vécu puis ce que la job exige. Après ça, tu sais, il y en a qui vont réussir aussi à décrocher, parce qu'éventuellement, tu sais, t'as quand même un emploi, même si tu consommes. T'as un emploi, éventuellement, tu deviens chauffeur, là, tu consommes plus rien. Fait que, mais tu sais, ça te permet d'être ce que tu es pendant un temps, puis d'être accepté dans ce que tu es, puis en plus d'être productif dans ce que tu fais. Ouais. Après ça, faut pas, comme je dis, en faire une règle. C'est pas tout le monde. Je pense que les gars peuvent être sécuritaires, bien faire la job. Mais je pense que ça servait de réinsertion sociale. Fait que moi, c'est l'explication que j'en ai. T'sais. J'en ai pas faite. Je peux pas parler pour tout le monde. Mais j'aime qu'un milieu permette ça. Parce que sinon, tu sais, si toi, t'as un problème de consommation, pis tu peux pas travailler, c'est une spirale descendante vers éventuellement la rue, le vol. Ouais, c'est ça. Tant qu'un des deux, ben, tu pognes celle qui est productive. Là. C'est ça. Au moins, tu fais quelque chose qui est bon pour la société et que peu de gens feraient. Ouais. C'est juste, effectivement, c'est à risque d'abus. Il faut pas qu'un employeur abuse de ça. T'sais, moi, j'aime l'idée que... Ben, c'est parce que, excuse de te couper, ouais. mais... Tu sais, dans le camionnage, il y en avait beaucoup de ça, tu sais, les truckers, là, tu sais. Puis il a fallu qu'ils fassent un peu de ménage là-dedans parce que là, ils pouvaient eux autres continuer à conduire pendant 48 heures de suite. Faut le normer. Ils se pognaient des wake-up, des speed. Puis là, ils sont obligés de dormir. Tu peux pas te conduire plus que je sais pas combien d'heures. Puis... Ouais, c'est ça. Il faut le normer, c'est ça. Il faut pas que... faut pas verser dans le trop, là. Puis, tu sais, drôlement, moi, j'ai toujours dit que il y avait une entreprise qui l'a fait, là, mais tu sais, que de voir les vidangeurs comme des sportifs, tu sais, éventuellement, tu pourrais avoir des diététistes, des intervenants sociaux, des gens qui accompagnent ces gars-là, tu sais, où ils sont, en les acceptant qui y sont, mais en les faisant cheminer un peu. Moi, ça, je trouve ça une belle approche, je trouve ça, tu sais, beau. D'être capable de... Mais là, ça m'amène à poser la question, parce qu'on le voit de plus en plus, vous êtes en train de vous faire remplacer par des robots, parce que, tu sais, non, mais tu sais, il y a la machine qui sort, mais est-ce que ça serait pas une crainte, tu sais, parce que s'il faut prendre de plus en plus soin des employés qui demandent des dépenses, tu sais, on va pogner le robot, tu sais, c'est un salaire de moins, puis on n'a pas ces dépenses-là qui viennent avec. Ouais, mais c'est pas aussi magique. Drôlement, la gestion des matières résiduelles au Québec, les robots font les endroits faciles, les humains font les endroits difficiles. C'est ça, fait qu'un centre-ville pourrait pas être fait par un robot. Puis en fait, moi je trouve ça même un peu insultant, parce que tous les endroits où moi j'ai travaillé, c'est comme ma ville, Sainte-Thérèse, avant je le faisais, on appelle ça du lousse, à terre, tu sais, de la course, puis ils ont mis des robots. Fait que ça nous a poussé à aller vers le centre-ville, les endroits plus dangereux, plus difficiles. Fait qu'on a facilité la job pour les robots, puis on l'a rendu difficile pour les humains. Moi, je trouve ça parle de notre rapport en société. Puis drôlement, il y a des places où on met des robots, puis c'est pas si productif que ça, parce que dans le fond, le troc à l'achat coûte plus cher, puis les réparations coûtent plus cher. Alors là, ils mettent des bacs partout, mais c'est des gars en arrière qui ramassent les bacs. Fait que c'est comme si, Karl Marx parlait d'aliénation, fait que c'est comme si on donne à une job que je trouve très sportive, un cadre plus aliénant, à cause qu'on a décidé de mettre des robots pendant un temps. Puis là, les villes, eux, vont faire la promotion de dire que c'est la modernité, mais premièrement, c'est pas un modèle d'affaires qui marche tout le temps, parce qu'en plus, ton camion est moins versatile, il peut moins faire de type de job, il peut faire que le robot. Bon, ouais, c'est ça, puis que le résidentiel. Là, c'est ça, puis éventuellement aussi, la quantité de déchets est un peu la même. Là, elle se déplace, mettons, dans le compost, dans le recyclage, mais tu sais, c'est les mêmes déchets, c'est juste que tu les vois plus parce qu'ils sont dans des bacs. Moi, l'aspect environnemental là-dessus est pourri. Tu sais, comme moi, comme vidangeur ou les ferrailleurs, tu sais, on aime ça voir les déchets. Puis là, en mettant tout dans un bac, t'as l'impression peut-être qu'on fait moins de déchets ou que c'est plus propre. C'est ça que les villes veulent nous vendre. Mais c'est pas nécessairement mieux. Tu sais, ça a plein de problèmes et de défis de mettre tout dans des bacs. Moi, je trouve que ça nous enlève l'accès de... Tu sais, les gars, parce que eux, un fonctionnaire pense que t'aimes pas ta job. Fait qu'ils mettent un robot pour réduire la pénibilité. Mais tu sais, de faire une run de bac, ça peut maganer, mais d'une autre façon, en arrière du troc. Puis en plus, ça enlève une partie du plaisir. Ça fait que, tu sais, tous ceux qui aiment la job, on s'en va en ville, puis on s'éloigne, dans le fond, de
nos villes à nous, en banlieue. Villes respectives. Qui pourraient nous... moi, j'aimerais ça encore, travailler à Blainville, Sainte-Thérèse, faire du lousse, là, mais on peut plus. Parce que c'est des fonctionnaires. Les vidangeurs, puisqu'ils sont au bas de l'échelle sociale, on a souvent une approche qu'on dit en gestion top-down. On leur impose et on leur dit ce qui est bon pour eux. Puis on les consulte pas sur leurs propres conditions de travail. Non, ils vont pas le voir sur le terrain. Jamais. Donc, ça, c'est le plus gros problème de chaque crise de palier gouvernemental. C'est tout le temps la même hostie de merde. Que ce soit en santé, en éducation, puis là, il y a un autre domaine. Puis tu sais, drôlement, moi, ma maîtrise est en gestion internationale. Puis, comme gestionnaire, moi, j'ai appris dans mes cours qu'avant de mettre un règlement, une politique, comme gestionnaire, il faut aller sur le terrain, puis tu questionnes le terrain, la réalité. Mais personne, pas personne, mais ça manque. Puis, drôlement, on l'apprend dans les écoles. Puis, tu sais, moi, je dis que... Fais le job au moins une fois par semaine. Au moins. Après ça, tu iras prendre ta décision. C'est ça. C'est ça. Ce qu'on appelle la microgestion. Fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de microgestion dans les déchets, mais moi, je pense qu'on profiterait. Tu sais, entre autres, tu fais l'espacement des collectes en ville. C'est un sujet chaud. L'espacement des collectes, c'est-à-dire ramasser les ordures, mettons, 2 semaines ou 2 semaines, tu sais. OK. Tu vois, genre, en banlieue, c'est courant, mais en ville, c'est un défi. Mais tu sais, tu fais l'espacement des collectes, tu demandes à un vidangeur, ce que ça fait, c'est qu'il y a des concierges qui vont peinturer des bacs à recyclage en noir pour qu'il y ait plus de bacs. Ouais. Mais tu sais, si un fonctionnaire s'en va pas sur le terrain constater ça, parce qu'il a l'impression que c'est des déchets, c'est pas si important. On est dans une logique que moi j'appelle de la disparition. On veut que ça soit propre, que sinon, les déchets disparaissent. Ou sinon, ils vont juste mettre des déchets dans le recyclage. Ils vont mettre des déchets dans le recyclage. Hey, j'en connais plein, qui font ça, tabarnak. Oh, on s'en calisse. On s'en calisse. On met tout le temps en crise. Fait que tu sais, c'est la responsabilité du gestionnaire de se pencher. De se mettre un peu les mains dans le marbre. Puis d'évaluer tout ça aussi, là, de prendre tout en considération, pas de faire bon, c'est quoi les chiffres là? OK, là, le cash, on va sauver 2000 par semaine. Non, ta minute, t'as-tu pris tout ce qui vient avec, là, sacrément? Là? Fait que vous avez pas peur de vous faire remplacer par des robots? Non, du tout. C'est pas de quoi qui t'inquiète. Du tout. Mais comme je te dis, même à Laval, ils l'ont fait. Là. Ils avaient mis tout en bac à Laval pour mettre des robots. Puis finalement, ils ont mis des gars. Oh, ouais, t'es revenu à ça. OK. C'est un modèle d'affaires qui peut marcher, mais pas tout le temps. En regardant l'intelligence artificielle puis tout ça, à s'en venir, toutes les innovations, tu sais, d'un fois, ça fait quasiment peur. Ouais. Je suis quand même content d'apprendre qu'ils sont revenus avec des humains, avec vous autres. Ouais. Ben, écoute, c'est notre rapport aux ouvriers est distancié puis externalisé. Tu sais, c'est-à-dire, nos ouvriers, tu sais, comme, on a de moins en moins d'industrie au Québec, puis en Occident, aux États-Unis. Mais il y a des gens qui travaillent pour nous, ils vont juste être ailleurs, on les voit pas. Puis le vidangeur, pour moi, c'est un symptôme d'un ouvrier qui est encore essentiel et disponible, accessible et visible. Puis drôlement, on veut pas le voir. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bizarre de notre rapport aux ouvriers. Puis notre rapport aux ouvriers se généralise, les gars de construction, les plombiers, c'est des métiers que je pense qu'on fait pas assez la promotion, mais duquel on dépend, là, de construire une maison, ramasser les déchets. Ben oui, on le vit en ce moment. Tout à l'heure, on en parlait, les maisons, puis tout ça, la construction de maisons. Ouais. S'il n'y a pas un charpentier qui a bâti, là, ça va pas bien. J'ai une question pour toi, parce que ça, je t'ai entendu une couple de fois le dire dans tes phrases, mais... c'est ça, il y a vraiment un mépris envers les vidangeurs que tu dis, même si c'est quasiment une norme. Ouais. En fait, j'avais une discussion avec un ami qui a été représentant d'une entreprise où on était les deux, représentants des helpers. Puis je disais, comment tu fais toi pour composer avec le monde qui se sac de toi, t'sais? Puis il dit, je fais juste les ignorer. Parce que, tu sais, les gens, mettons, vont te lancer un sac à côté de toi pendant que tu travailles. Ils vont... pas de classe de même. Même des fois du 2e, 3e étage, de le lancer. Tu sais, s'il y a de la vitre, une bouteille, ça te tombe sur la tête. Tu sais, ils vont te porter un sac, mais comme si t'existais pas, là. Tu sais, pourtant, quelqu'un te donne un sandwich au Subway, tu le remercies. Ouais. Mais nous, c'est comme si... mais on dit que les gens qui s'occupent des déchets, qui s'occupent de l'ordre social, sont contaminés par le déchet. Puis que les gens créent une distance comme pour pas que leur univers mental un peu s'écroule ou soit bouleversé. Donc, tu sais, vu que tu veux pas te mettre la main dans la merde, t'es content qu'il y en a qui le fassent, mais tu veux pas être près d'eux. C'est comme si te déshumanisais. Oui, clairement, c'est ça. Le déchet te déshumanise. C'est drôle, là, mais tu sais, des fois, ce que je disais aux gens... Je trouve ça épouvantable. Vas-y. Je disais aux gens, c'est une image, hein. Je dis des fois aux personnes, tu sais, qui t'amènent un sac, je sais pas, de 50 livres avec de la céramique, des couteaux.
je leur dis, imagine que ça soit ton garçon à toi qui ramasse tes déchets. Est-ce que tu ferais ça? Pour justement humaniser la relation. C'est comme si on considère pas les gens qui le ramassent parce que, je sais pas, c'est des constructions sociales, c'est des gens qui le méritent, c'est des gens qui sont là pour faire la job, il faut qu'elle fasse. Ils ont un bon salaire malgré leur éducation. Fait que ça se construit, mais quand même... Puis moi, c'était le défi que je m'étais lancé à un moment donné, parce que ma mère voulait que j'arrête de ramasser des déchets, c'est normal. Ta mère veut pas te voir souffrir et te blesser. Mais moi, ça me laissait croire qu'il y a des gens qui sont faits pour certains types d'emplois, puis que moi, j'étais mieux que eux. Puis moi, ça m'a bouleversé, parce que je me suis dit, malgré mes diplômes, malgré tout, je mérite pas mieux qu'un autre. Pourquoi qu'il y a des gens qui mériteraient de faire des jobs plus sales que d'autres? Moi, ça m'a bouleversé dans mes valeurs, puis ça m'a vraiment comme construit. Mais moi, j'avoue que ça me confronte parce que si j'avais un enfant, tu sais, tout à l'heure, je pensais à ça, tu sais, je vais te recevoir aujourd'hui. Je vois aussi que tu t'en vas. Non, mais c'est ça, tu sais, je pense aux questions que je vais te poser, puis tu sais, comment moi je réagirais avec mon enfant qui fait ce job-là? Ben, de un, ma première question, c'est t'es-tu heureux, tu sais? T'es-tu heureux là-dedans? Ouais. Mais l'autre question, ça serait, tu sais, est-ce que tu veux pas aller, tu sais, monter dans, je sais pas, dans la hiérarchie sociale ou, tu sais, t'as pas plus d'ambition, tu sais, qui est correct aussi de, tu sais, tout le monde a le droit d'en avoir, pas en avoir, ou d'être content avec qu'est-ce qu'ils ont. Mais j'avais quand même ça dedans de moi, puis ça m'a confronté, j'ai fait, hey, il me semble que c'est pas correct, qu'est-ce que tu penses ça? Puis là, je t'entends parler, puis je me sens encore mal, puis avec cette conversation-là que j'ai eue avec moi-même, tu sais. Non, mais c'est vrai, parce que la méritocratie, c'est la mobilité sociale. Tu sais, c'est dans le fond l'idée que tu veux avoir une ascension socialement, tu sais, soit financière ou dans le capital symbolique, culturel. Donc, tu sais, on a l'idée que le vidangeur se limite à ce qu'il est. Mais tu sais, un vidangeur, c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, j'ai un de mes chums qui est musicien. Tu sais, il fait ça sur le side. Il fait les deux. Tu définis pas par ton emploi. Ça, mais ceux qui le font, puis qui restent, ils le voient comme un sport, puis ils aiment ça. Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils restent. Moi, la première affaire que je fais en formation, parce qu'il y a des formateurs, helper, là, c'est dur à concevoir, là, mais on fait de la formation, mais moi, je dis à la personne rapidement, est-ce que t'aimes ça? Si t'aimes pas ça, tu passeras pas au travers. Puis on est dans une société qui, drôlement, tu sais, va faire la promotion de gens qui vont faire des ultramarathons, des Ironman, qui vont faire des mixed martial arts, qui vont se défoncer à la gueule. Puis ça, c'est valorisant. Puis ça, c'est valorisant. Mais nous, par contre, de faire ça, non, c'est pas valorisant. Pourtant... Ça rajoute des déchets, puis là, wow. Là, je veux que tu reviennes, là, tu sais. Puis objectivement, la personne qui contribue le plus à la société de toutes les personnes qu'on a nommées, c'est le vidangeur. Ben oui. C'est ça qui est paradoxal. Pourtant, c'est lui qui a le moins de mérite social. Ouais. Puis je crois que ces gars-là, tu sais, qu'on parle, qui avaient des enjeux de consommation, des trajectoires de vie difficiles, s'ils avaient eu la considération que leur emploi aurait dû leur donner, mais peut-être qu'ils auraient décroché plus vite. Puis après ça, qu'est-ce qui se serait ouvert à eux? Parce qu'effectivement, c'est un peu comme les emplois sportifs professionnels. Tu sais, moi, à 39 ans, je suis considéré comme en fin de carrière. Tu sais, les gens un peu se moquent de moi parce que, comme un sportif professionnel, j'ai passé mon pic, 35-40 ans, les blessures sortent, je commence à être dépassé. T'es Ovechkin là, qui va accrocher ses patins. C'est ça. Puis tu veux pas te faire dépasser, mais ça, c'est l'acceptation du vieillissement. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais tu sais, il y a de ça là, quand même dans le métier. Là, il faut effectivement que tu penses à la suite. Tu sais, c'est pas une fin en soi de vidangeur, mais c'est rendu que la tendance de garder un emploi sur 30 ans, c'est de moins en moins vrai. En sociologie du travail, on le voit, on fait au moins 5-6 emplois dans nos vies. Fait que le vidangeur, c'est un emploi que tu peux occuper pendant un temps qui, je pense, peut t'apporter beaucoup. Fait que, tu sais, j'aurais pas idée de toute façon que mes filles, tu sais, aient un emploi toute leur vie. Puis pour moi, l'important, c'est d'être heureux, mais surtout, est-ce que tu le fais par choix? Parce que les gars que j'ai mentionnés, ils le font pas tous par choix. Je pense que d'être vidangeur, ça leur sert à sublimer, tu sais, extérioriser, un exutoire qui leur permet un tremplin vers autre chose. Mais oui, il faut le considérer, mais je pense qu'il faut le considérer dans sa vie, tu sais, de pas toujours, tu sais, se spécialiser que dans un champ, tu sais, d'ouvrir les possibles. Fait qu'un vidangeur peut le faire aussi, mais de le faire pendant un temps, puis il y en a beaucoup qui le font en... Tu sais, moi, j'ai beaucoup de pompiers qui viennent le temps qu'ils passent leur test physique.
qui se mettent en forme. Des gens qui vont le faire pendant un temps, un été, 2 ans. Fait que c'est pas toutes des personnes qui arrivent avec un bagage de problèmes ou de... Non. Tu sais, comme des... Tu sais, je t'avais déjà dit aussi, des ex-prisonniers, même fut un temps qu'ils allaient tout le temps recruter vers là. Parce qu'il y a pas de critères à l'entrée. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est de la réinsertion sociale. Tu sais, si t'as un casier judiciaire où tu consommes, il y a bien des jobs qui vont dire ben non, je veux pas de toi. Mais ce job-là, tu sais, te permet d'être qui tu es. Fait que c'est la raison pour laquelle il y a une belle mixité. Mais il y a aussi des gens qui l'essayent un été, 2 ans, 1 an, ils se cherchent. 47 minutes. Un 47 minutes. Je tiens à dire que moi, c'était le compost de journée-là. Puis pour vrai, moi, j'ai été plombier, là. Fait que, tu sais, de jouer dans la marde du monde, ça a déjà arrivé, là, tu sais. Puis ça m'a pas répugné. Mais là, le premier bac que j'ai ouvert, c'était des verres. Ouais. Puis là, il y en avait plein. Puis je sais pas, je pense avec frisson quand j'ai écouté ça comme plus jeune, ça m'a levé le cœur parce qu'on mangeait du spaghetti après. Fait qu'en tout cas... Fait que, tu sais, on voit ça, c'est... Non, moi, je décolle ce puis là, je suis parti. Puis comme, mais là, qu'est-ce que tu fais? On va aller te ramener. Non, c'est bon, j'en veux plus. Mais c'est un... Tu sais, quand les premières journées, c'est un tout, là. Tu sais, t'es hors de ta zone de confort, tu cours, tu dépenses une énergie incroyable que t'es pas habitué de faire, t'es des fois un peu étourdi, il y a la chaleur, le troc, la poussière, l'odeur, là, t'ouvres le bac, là, t'es comme, tu sais, t'es en perte de repères. Tu sais, de brûler quelqu'un, c'est facile au début parce qu'il perd ses repères. Ah oui, tu le pousses, là. Tu le pousses, puis tu sais, il y a beaucoup de dépenses énergétiques inutiles. Parce que, tu sais, comme un vidangeur, c'est l'économie des pas et de l'énergie. Au début, t'es comme une poule pas de tête, tu sais pas où aller, tu vois l'autre qui est tellement rapide. Fait que c'est facile de brûler un peu n'importe qui, même des gars qui sont très, très en forme, là, tu sais. Moi, des fois, ils me font leur CV sportif. Là, je commence, ils disent, moi, je m'entraîne, je cours 6 fois par semaine, je fais du combat ultime. Je dis, OK, pourquoi tu me racontes tout ça? Puis là, finalement, la première affaire que tu sais, c'est que la semaine prochaine, tu le vois pas, là. Il n'existe plus, là, tu sais. Fait que oui, tu sais, donc, c'est pourquoi qu'il faut avoir du respect pour ceux qui le font depuis des années. Mm-hmm. Fait que tu dis que ce métier-là, c'est pas vrai que c'est simple à faire. C'est drôle. C'est simple, mais c'est complexe d'être bon. OK. C'est simple. Continue là-dessus. Parce que, en fait, les gens, lorsque tu fais de la formation, là, ils se disent, moi, je suis capable de ramasser des vidanges, j'ai vu le gars le faire. OK, ça commence mal. C'est l'idée que t'as. OK, c'est parfait. Fait que là, tu commences ta rue avec la personne, mais il y a tellement un grand décalage entre son efficacité puis la tienne, que c'est comme ça qu'ils voient que pour d'être bon, ça demande plein de micro-mouvements, de techniques que lui n'a pas. Tu sais, un peu comme, tout le monde est en mesure de jouer au soccer, là. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller dans la vie professionnelle. OK, ouais, je comprends. La technique... Ben oui, si tu fais ton soccer en marchant, là, tout le monde est capable de jouer au soccer. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher des niveaux très élevés. Puis nous, puisque c'est compétitif, puis qu'on n'est pas toujours payé à l'heure, on a un désir de productivité. Ben, c'est vrai, t'es payé à tonne, toi, il me semble. Pas à tonne. Les secteurs, ils sont attribués un nombre d'heures, puis si tu réussis à éclairer ton secteur, des fois, tu peux partir, mais tes heures vont être payées. Parce que dans le fond, t'as mis à terre la job. Fait que t'as des bonus, genre? Marcher avec des bonus? Ça ressemble à des bonus. On pourrait dire ça. Ça ressemble à des bonus. Tu sais, genre, si tu fais ça plus rapidement, plus un quartier, c'est ça. Vous autres, ça vous motive. Ça me motive. Mais au-delà de ça, au début, beaucoup étaient payés à l'heure au début. Là, mettons, je parle au début de ma carrière, puis on roulait pareil en fou, même plus. À cause de la compétition entre vous autres? Ouais. Moi, j'appelle ça au Québec la culture du bûcheux. C'est tous ces gars-là là, qui étaient dans les shops, qui étaient lagueurs, bûcherons. Ils arrivent en arrière du troc, puis c'est... moi, je vais me dépasser, je vais me défoncer, je vais vouloir dominer un autre, montrer que c'est moi le plus fort, le meilleur. Ouais. Puis encore une fois, je dis ça, puis je sais que ça peut mal paraître, mais c'est ça qu'on fait pourtant dans le sport professionnel, en compétition. Mais moi, je catch pas pourquoi que ça paraît tant de mal. Comme que j'ai déjà dit, par exemple, tant ton temps que ça soit pas au détriment d'une autre personne, mais là, c'est le contraire. Ça se dit, je vais te montrer c'est moi le meilleur, tabarnak. Puis ça pousse à quoi? Ça pousse à l'innovation, ça pousse à se surpasser soi-même, à faire des affaires que t'aurais même pas cru possible que toi, t'es capable de faire. Puis qu'il y en a qui disent donc, ça c'est toxique, ça c'est de la masculinité toxique. Moi, ça m'énerve, ce côté-là. Là. Mais il peut en avoir. Parce qu'il y en a vraiment qui veulent dominer puis détruire l'autre. Oui, des helpers qui c'était ça. Ça, c'est le versant négatif. C'est ça. Puis ça, c'est au détriment des autres. C'est ça. Mais le versant positif, c'est, mettons, moi, ce que j'appelle l'émulation. Tu sais, c'est le surpassement de soi-même par regard de l'autre ou par désir de se dépasser. Ça, c'est... Fait que, tu sais, la compétition permet l'un et permet l'autre. Ouais.
Fait que, puis tu sais, des fois, c'est vrai qu'il y a des vidangeurs, ça a versé un peu du côté... Tu sais, moi, au début, je suis devenu bon parce que je voulais pas me faire péter en arrière d'un truck. Mm-hmm. Puis ça m'est arrivé, là. J'ai des collègues qui m'ont détruit en arrière d'un truck. À coup de poing? Non, mais ils roulent tellement, tu suis pas à cadence, fait que tu te sens dépassé, l'autre te dénigre, te dit que tu vas pas assez vite. Comme en construction, man, parce que moi, je l'ai vécu, j'ai fait bien des métiers avant d'arriver ici, là. Mais moi, j'étais en construction, puis que une des affaires que je me faisais souvent faire, c'était me faire crier après. Ça, c'est pas la bonne affaire. Est-ce que tu amènes-moi le bon outil, calice d'épais? Tabarnak, qu'est-ce que tu pousses? Ah ouais, tosse-toi, embarque, grouille-toi, qu'est-ce que tu fais, tabarnak? Ouais. Fait que, tu sais, ça, là, hey, man, ça a passé proche d'être au point, man. À un moment donné, je l'ai déjà compté dans mon podcast, mais à un moment donné, moi, j'ai perdu ma mère dans ce moment-là. Okay. Puis, j'avais pris une semaine, puis le boss m'a dit, hey, prends ton temps si tu veux, tu sais. Puis, j'étais revenu après 5 jours parce que je voulais me sortir un peu de ma tête, puis tout ça. Puis quand je suis revenu, le gars j'étais avec, il me dit, ben, il est temps que tu reviennes, là, Chris, reviens-en que ta mère est morte, là. Mm-hmm. Elle venait de mourir, il faisait 5 jours. Hey, j'avais le goût, là. Ben oui. J'ai juste boqué. J'ai fait, ben non, c'est impossible. Ouais. Si quelqu'un qui est pas capable d'éprouver de l'empathie de même. C'est fou, hein. Parce que, tu sais, si on n'aime pas le terme masculinité toxique, quand même, de reconnaître que ça, c'est un comportement toxique puis que certains hommes qui ont pu le répandre, c'est de la merde. Ça, je pense qu'il faut au moins garder ça dans la réflexion, parce que moi aussi, j'en ai vu des gars comme ça. Puis drôlement, tu leur parles après, si t'es en mesure d'avoir un dialogue, des fois, ils trouvent ça eux-mêmes, ils trouvent qu'ils ont été trop loin, ils l'ont dit un peu négligemment, je trouve, là. Parce que moi, j'en ai un qui m'a dominé en arrière du truck, j'en ai reparlé, puis il s'en souvenait pas à ce moment-là. Puis en fait, il était en consommation. Il s'en souvenait pas, puis il s'est même... ça, c'est une autre affaire. Il s'est excusé d'avoir fait ça, tu sais. Puis... Bref, on se résume pas à un mauvais comportement. Moi, je pense que c'est ça que je pense mais il faut prendre conscience quand même des fois de mauvais patterns qu'on a. Mais c'est un défi. C'est un défi, je pense, de tous les instants, en fait, là. Ben ouais, vraiment. Fait que ça, c'est de quoi qui pouvait... Qui était tough quand t'as commencé. Ouais. Tu te fais... Puis surtout, j'étais, comme j'ai dit, là, j'étais le petit garçon à sa maman, là. Fait que franchement... Ben oui, c'est vrai, c'est de là que tu venais. Ouais. Fait que moi, j'étais... Donjon Dragon. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais très sportif. C'est ça qui m'a permis une intégration. Ils ont vu que je bûchais. Je voulais, tu sais... Compétitif. Vraiment. C'est que ça, c'est ce qui m'a sauvé. Qui t'a accroché. Autrement, je serais pas resté, là. Je pense que... Parce que, tu sais, moi, j'appelle ça la solidarité devant la charge, là. Tu sais, dans l'armée, on dit dans la marde, dans la même marde, on se solidifie. On se solidifie, on se tient. Ouais. Fait qu'on est là-dedans. Mais pour ça, il faut que tu veuilles, tu sais... Plutôt qu'une forme physique, moi, je cherche un vouloir, tu sais. La personne, est-ce qu'elle est prête à aller dans les retranchements de son être, puis pousser jusqu'à la fin de la journée. Tu sais, pour moi, ça, j'ai beaucoup de respect. Peu importe d'où tu viens, fille, homme, on s'en fout. Moi, j'appelle ça solidarité devant la charge. Il y a une solidarité qui se fait parce qu'on est tous là ensemble pour bûcher puis pousser dans la même direction. D'aller à la guerre ensemble. C'est ça. C'est vraiment... Moi, je trouve ça beau. Tu sais, que ça existe encore, là. Ouais, ben oui. Là, je veux juste faire sûr qu'on Tout à l'heure, ça, on parlait de mépris, tu sais, que vous ressentez, même un côté, tu l'as dit aussi, invisible. Vous avez le sentiment d'invisibilité, tu sais. Ouais. Tu veux... mais en fait, c'est drôle. drôle. Tu veux développer là-dessus, hein? Il y a un concept qui s'appelle le waste management, qui est le nom d'une grande entreprise, mais de gestion des déchets. Mais c'est pas... C'est lié, mais tu sais, c'est pas pour attaquer cette entreprise-là. Le waste management, c'est une façon de concevoir le déchet qui nous a été... qui a commencé dans les années 70. Le waste management, c'est la facilité de jeter à bas coût. C'est ça que les grandes entreprises nous ont vendu. Puis moi, j'appelle ça se faire coloniser notre imaginaire. Là. C'est-à-dire, ils ont amené les citoyens à faire que de jeter, c'est un geste simple, c'est de mettre quelque chose dans un bac, une poubelle, puis après ça disparaît. Ça participe d'une déconnexion avec les déchets, puis une invisibilisation des gens qui collectent les déchets. Fait que ça s'est organisé parce que à un moment donné, à Montréal, c'est vrai, le déchet était emmerdant parce qu'il y en avait trop, c'était sale. Fait qu'on était dans une logique qu'on dit hygiéniste. T'sais, la salubrité de la ville, c'était important. Fait que ces entreprises-là sont arrivées, ils ont offert une très belle solution, une bonne solution. La ville est devenue plus propre qu'elle l'était, même si là, tu vas me dire que c'est pas propre présentement. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais fait que là, tu sais, on est là-dedans.
Puis c'est pour ça que je disais que drôlement, dans les sociétés, autant les gens qui s'occupent des corps, les corps, les gens qui décèdent, que les gens qui s'occupent de la propreté, sont invisibilisés parce tu veux pas être mis dans le même panier qu'eux, dans la même classe sociale. Fait que les gens qui participent le plus à l'hygiène sociale, c'est les gens qu'on met de côté, qu'on veut pas voir. Parce que c'est comme si on n'assume pas cette partie-là de saleté en nous. C'est vraiment comme... OK, ouais, je comprends. Puis le waste management a compris ça. Puis c'est ce qu'on fait depuis les années 70-80 au Québec. T'sais, le déchet, c'est le déchet que la compagnie va définir. Elle va nous dire dans quel bac le mettre. Ça va être un acte simple. Plutôt que avant, là, moi je pense les agriculteurs avant n'avaient pas beaucoup de déchets parce qu'ils gardaient beaucoup, ils réparaient, ils s'occupaient eux-mêmes de leurs choses, réutilisaient beaucoup. Mais oui. Là, dans une société de consommation où ce que même la compagnie a trouvé une façon de faire de l'obsolescence programmée, là, tu sais, où ce que là tu jettes tout, même ils compliquent la vie pour les réparer. Ouais. C'est ça. T'sais, tabarnak, c'est comme calice. Même si tu veux la réparer, il faut que tu fasses des efforts supplémentaires. Ouais. Puis c'est pour ça le waste management, c'est la possibilité d'acheter facilement. Parce que si tu devais t'occuper de tes biens de consommation, de bien t'en occuper, là. C'est-à-dire tu fais la quête là, d'essayer de les réparer, de pas en acheter un nouveau, d'aller les porter à l'éco-centre, de te renseigner sur la bonne façon de les disposer, pas les mettre dans une poubelle puis te dire ça va disparaître, ben on consommerait moins. On serait pris avec nos objets. Fait que, tu sais, pour qu'Amazon soit possible, il faut qu'il y ait waste management. C'est comme lié. C'est lié depuis des années. C'est une promesse qu'on s'est faite pour maintenir notre consommation, notre mode de vie jetable. Ah, puis là, le capitaliste, il est bien content de ça, là, tu sais. Moi, il y a de quoi, par exemple, j'ai de la misère énormément avec ça à Montréal, tu sais. Puis, je sais pas si tu vas pouvoir m'éclaircir là-dessus, mais tu sais, ils ont commencé à donner des tickets pour le monde qui recycle pas. Tu sais que ça part de ça, tu sais, l'intention est bonne, même si je doute sur leurs intentions, mais bref, je leur ferai pas un procès d'intention. Mais quand tu t'en vas voir des centres de tri, sont totalement dysfonctionnels. Tu sais, il y a environ, je pense, 40% qui arrivent même pas à trier à cause ça marche pas. Les usines, ils en parlent, qui ont des problèmes de ça. Les centres de dépotoir, ils ont environ 40 à 60% qui pourraient être recyclés, mais de la façon que c'est fait, plus eux autres sont payés au poids. Fait que plus qu'ils ont de poids, plus qu'ils ont de déchets, ils ont plus d'argent. Mais Chris, c'est totalement un conflit d'intérêts parce que si tu leur enlèves 60% de leur matière recyclable, tu leur enlèves par défaut 60% de leurs revenus. Fait que tu sais, ça fonctionne pas. Puis là, après ça, ils s'en vont taxer le petit contribuable. Hey, ton carton, Chris, tu n'as pas mis là quand fucking la compagnie québécoise Cascade t'es obligé d'aller chercher des produits recyclés ailleurs qu'au Québec parce qu'ils ont pas d'argent. Parce que les matières recyclées... Il y a pas d'apport de matière. Ben, ils sont trop remplis de contaminants. De mix. Ils font des mix. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, ça marche pas. Tu sais, cette style d'affaire-là, il y a bien des failles là-dedans. Ouais. C'est super bien dit. En fait, tu vois, le livre, pour moi, c'était de se poser des questions sur le système de gestion des matières résiduelles. Parce que là, le waste management, c'est un peu ça. On nous a proposé, puis on nous a un peu conditionné à la facilité. Mais dès que tu te poses des questions, tu vois que le système de gestion des matières résiduelles est plein de trous. Plein de défis. Énormément. Puis, on veut pas trop les voir parce qu'on veut continuer à consommer. Parce que si on commence à se questionner puis on voit que le système marche pas, il va falloir se réapproprier nos achats, réapproprier nos déchets qu'on génère, puis on va vouloir essayer de les traiter nous-mêmes. Ça, c'est ce que le système veut pas. Il veut qu'on continue à mettre les matières dans le bac. La modernisation de la collecte, c'est un peu ça. On met tout dans le bac puis on va trouver des marchés. Peut-être, mais peut-être pas. C'est un défi. Puis ça, c'est d'avoir foi à un système qui, pour l'instant, a plein de trous, comme tu disais. La preuve, c'est il y a une philosophe qui parle qu'avec les matières qu'on a présentement, on a ce qu'on appelle le grand débordement. Elle, c'est son concept. C'est que malgré le développement de l'industrie du recyclage, il se génère, dans le fond, la quantité de plastique a doublé depuis 20 ans. Même de production. Même si on a l'industrie du recyclage, puis il se jette plus ou moins 300 kilos de plastique à la seconde dans l'océan. Selon elle. Parce qu'on se dit, c'est pas grave, on le recycle. Ouais, c'est ça. Et voilà. Ça s'appelle en économie, c'est le paradoxe de Jevons. Là. C'est un effet rebond.
Fait que là, tu fais, vu que ce système-là marche, je vais continuer à acheter. Ben oui, puis en plus, il y a un autre crise de faille, j'ai entendu à la radio, c'est que le gouvernement taxe des entreprises pour, mettons, le carton qu'ils vont utiliser, tu sais, fait qu'ils envoient une taxe, mais par exemple, des Amazon, ils sont dispensés de cette taxe-là parce que je sais pas trop pour quelle raison, là, mais tu sais, tu fais comme tabarnak, fait que les petites moyennes entreprises, des PME, ils payent la taxe des autres, tu sais, puis c'est quand même cher. Tu sais, je pense qu'il y en a qui pourraient l'expliquer beaucoup mieux que moi, là. Mais man, c'est frustrant. Puis s'il y en a bien un qui en utilise de la petite calice de carton, c'est bien Amazon. Puis tu sais, j'en achète des affaires Amazon, tu sais, c'est pas ça l'affaire, mais c'est comme sacrément, man. Il me semble qu'il y a une grosse calice de discussion qui devrait être portée avec tous les membres des acteurs principaux, puis qu'on en arrive à de quoi de constructif là-dedans, là. Mais déjà, Amazon fait vraiment partie du problème. Ben oui, c'est sûr. Puis pas juste dans... Pour moi, c'est un imaginaire qu'Amazon vend, là. C'est-à-dire d'acheter rapidement à bas coût. C'est vraiment un peu nocif parce que dans le seconde main, dans l'usager, tu peux jamais acheter aussi rapidement. T'sais, tu dois différer un peu. Puis Amazon, moi j'appelle ça coloniser les imaginaires, c'est-à-dire ils nous ont conditionnés à vouloir avoir nos biens tout de suite. Puis c'est sûr que si on attend ça de l'usager, de la réutilisation, ce qu'on appelle le deuxième R, on n'y arrivera pas. Fait qu'il faut, tu sais, on parle de transition énergétique, moi je pense qu'il faut une transition dans les déchets. Tu sais, vraiment aller vers le deuxième R. Drôlement comme on le faisait avant. Tu sais, pour moi, les vrais écolos, c'était ceux qui s'en revendiquaient pas, mais qui le vivaient, qui le faisaient, les agriculteurs d'antan ou les gens de peu de moyens. Eux, ils réutilisaient comme... Drôlement, là, je peux le montrer. Je l'ai tué ici. Ouais. Ça, c'est un mouchoir de poche. J'ai déjà acheté un mouchoir de poche de Greenpeace parce que j'avais l'impression de faire une bonne action. J'en faisais une. Mais je pouvais couper une manche d'un vieux chandail et me faire un mouchoir de poche. Ouais. Ben oui, c'est Puis ça. les mouchoirs de poche, tu sais, je dis pas quand t'as une grosse grippe, là. Mais tu sais, des fois, ça peut être pratique. C'est quelque chose qu'on faisait avant. Puis à un moment donné, une compagnie, Kleenex, a commencé. Les vieux, là, qui crissaient ça dans leur c'est ça. Fait que moi, je sais, il y a une charge sociale à avoir un mouchoir de poche. Le monde, qu'est-ce que tu fais avec un mouchoir de poche? Pourtant, moi, je trouve qui a du sang, je répands pas plus de microbes, je me lave les mains. Non, mais moi, je te suis totalement. Moi, man, mon père, là, c'était un esti de fou de recyclage, tout ça. Lui, il allait, genre, dans les poubelles de ses voisins, trier le recyclage. Oui, mais il dérangeait personne, puis il culpabilisait personne. C'est juste lui, ça lui faisait du bien de faire ça. Puis j'étais comme, père, sais-tu, quand ils vont tous crisser ça dans la même affaire, le système de tri fonctionne pas. Il va non, c'est bon faire ça. Mais ça m'a donné des valeurs qui sont très propres à moi, comme moi, mes vieilles bobettes, là, tu sais, quand elles sont bien finies, là. Mais man, c'est plus des bobettes, c'est des guenilles pour mes changements d'huile. Ouais. Fait que, tu sais, ça revient à ça. Mais tu sais, comme admettons, là, l'industrie du recyclage va te dire que ton sac Ziploc, tu le mets dans un bac. Pourtant, tu peux le laver plein de fois avant de le mettre dans un bac. C'est vraiment, tu sais, ce réflexe-là de la facilité de jeter qu'il faut se départir, je crois, si on veut avoir une société plus saine, parce que comme tu l'as dit, on a l'impression, tu sais, que le système qu'on nous a vendu marche pas super bien. Il y a de quoi que tu dis que j'ai beaucoup aimé, c'est que on peut apprendre beaucoup sur quelqu'un juste à sa façon, juste en regardant ses déchets. Oui. C'est vrai, ça? On appelle ça être rudologue, là, tu sais, c'est de l'expert des gens, de la façon qu'ils jettent et ce qu'ils jettent. Fait que c'est comme un terme scientifique. Puis tu sais, drôlement, oui. Parce qu'en fait, pour moi, le déchet, c'est l'extension de soi-même. Puis le déchet, c'est souvent un prolongement de ta consommation, ce que tu as fait. Et des fois, c'est quelque chose que tu veux pas montrer. T'sais, entre autres, je peux savoir si une femme est enceinte, là. Je peux voir le test de grossesse. Je peux savoir combien de fois t'as baisé parce que j'ai vois tes fucking condoms parce que t'es agaroché un peu partout. Je peux savoir si t'es un chien. Je peux savoir si quelqu'un est décédé. Je vais voir les papiers. Tu sais, vraiment... T'sais, le déchet ne ment pas. Ça, c'est Victor Hugo qui le disait. Le déchet ne ment pas. Il n'y a rien de plus transparent. Je pensais pas à faire de la philosophie aujourd'hui. Parce que le déchet, tu sais, c'est... T'sais, chaque déchet parle d'une société. Puis si c'est les archéologues qui font ça. Ils ouvrent les sites d'enfouissement ou les différentes dombes sauvages. Puis tu regardes qu'est-ce qu'une société, les vestiges d'une société. La façon qu'on transigeait ensemble par... la médiation qu'on faisait entre nous, sinon avec les outils qu'on utilisait techniques pour faire de l'agriculture ou des réparations. Là. Ça parle énormément. Là. Ce qu'on ne jetait pas aussi.
T'sais, avant, on brûlait beaucoup de déchets parce qu'il y en avait en petite quantité, puis les trucs étaient moins polymérisés, mélangés, qui fait qu'on pouvait les brûler plus sereinement. Maintenant, tu brûles un cellulaire, tu sais pas exactement ce que tu vas répondre dans l'atmosphère, mais ça doit pas être très sain, là. Ben ouais, man. Moi, je voulais brûler parce que dans le fond, j'ai eu une inondation chez nous, puis la véranda, j'ai tout enlevé le plancher. Ouais. Puis là, j'étais comme, c'est pas grave, ça va me faire du bon feu cet été, ça, man. Puis là, le plywood, oui, là. Ouais, mais il y a de la colle, hein. Mais les petits planchers, tu sais, le presswood. Le bois, non, le bois, le flottant, là. Ouais, le plancher flottant. Le plancher flottant, je rush, man. Puis, hey, ça, sacrément, man. Moi, je pensais que c'était du carton, je l'avais regardé, hein. Ça, mais du carton, ça, câlisse. Mais tabarnak, man, je te dis, là, ça faisait genre comme une réaction, là. Il y a plein d'air qui sortent de là. Puis là, moi, ma mère, on est comme, je pense qu'on est un peu trop chaud, là. On va arrêter de mettre ça là-dedans. Ouais. On a crissé ça dans les vidanges à la place, là, tu sais, mais tabarnak, man, ça faisait peur, Mais ouais, je comprends. Mais parce qu'on perd le contrôle sur nos objets. On en a trop, puis on sait pas exactement comment ils sont construits. Donc, c'est difficile de savoir comment bien en disposer. Tu sais, moi, je dis, on met beaucoup d'énergie mentale, notre disponibilité à bien consommer, Amazon, comparer les prix, comparer les produits, mais très peu à comment bien disposer. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce que je fais avec un plancher flottant? C'est une quête, là. OK, je l'amène à l'éco-centre. À l'éco-centre, ils vont faire quoi avec? Est-ce qu'ils savent? Après ça, ils vont peut-être l'envoyer à un fournisseur. Le fournisseur, est-ce qu'on a la réponse? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Tu sais, de poser ces questions-là, déjà, ça emmerde. Tu poses des questions. Si tu poses ces questions-là, les gens, ils vont te regarder comme, qu'est-ce que tu veux, là? Ouais. Puis pourquoi tu t'intéresses à ça? C'est ça. Faites-le pour les médicaments. Les médicaments, tu t'en vas les porter à la pharmacie parce qu'il faut pas les jeter dans les déchets. Ou dans la toilette. Dans la toilette, oui. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils vont dire, on l'envoie à quelqu'un. Mais c'est pas suffisant comme réponse. Puis on devrait être un peu responsable vis-à-vis de notre consommation. Savoir ce que ça s'en va. Ben oui. Fait que puis ça, c'est la partie de la consommation qu'on ne veut pas faire, qu'on nous a appris à ne pas faire. Puis que si on faisait, comme je dis, ça réduirait notre consommation parce qu'on mettrait beaucoup de temps à savoir comment bien disposer. Ça serait lourd. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai de la misère à acheter quelque chose. Je me renseigne. J'essaie de réparer. Fait que je jette rien. Ah, man, moi, là, qu'est-ce que je suis? Ma blonde n'est plus capable de ça. Quand je me promène, mon père me trouve contaminé, là. Tu sais, quand je me promène en char puis je vois comme un vieux air climatisé, là, je suis pas capable, man. Yo, j'arrête, mets mes gants, le ramasse, je l'amène chez nous, je l'ouvre, puis après ça, j'enlève toute la cope qu'il y a dedans, l'aluminium, le radiateur, puis là, j'essaye comme de bien trier les déchets. Métal, j'ai un bac de métal. Ah ouais. Oui, je suis rempli de ça. Ouais. Moi, je ferais ça à longueur de journée. Même pas parce que ça donne de l'argent ou de quoi de même. C'est parce que je sais pas, c'est comme... Si de même, il faut que ça soit fait. Tu sais, genre, fait que... C'est... Mais c'est sain. Puis drôlement, là, tu sais, avec le livre... Je sais pas, je pense que j'approche la maladie mentale. Ma blonde, elle serait peut-être pas d'accord. Non, mais parce que, tu sais, dans le fond, il y a des pays qui choisissent qu'on trie en amont, nous-mêmes, les citoyens, nos déchets. Parce que nous, comme tu dis, on était dans un système de mix. On crée d'un mix de matière, on met ça dans un bac, ça se mélange. Puis après ça, il faut mettre énormément d'énergie à le détricoter, le trier. Ben oui. Mais tu sais, il y a des places où tu t'en vas à l'éco-centre puis tu amènes ton recyclage, tu le disposes toi-même selon les différents types de matières. Mm-hmm. C'est beaucoup moins lourd, puis ça t'apprend aussi à reconnaître, tu sais, les produits, les différentes façons, tu sais, que les produits sont construits. Éventuellement, peut-être avoir un respect envers les produits. Tu sais, s'il faut que tu ailles les porter, c'est pas mal plus lourd que de les mettre dans une poubelle puis que ça disparaisse. Fait que tu sais, moi j'appelle ça se réapproprier le déchet, c'est le terme que je dis, parce que avant les gens vivaient un peu plus avec leurs déchets. Comme ton papa, il était plus à l'aise de fouiller. Mais oui. De nos jours, oublie ça, là. C'est ça le waste management. Là. C'est, on veut plus y toucher, on veut plus les voir, on veut plus être près d'eux. Ouais. Ben oui, man. Ben oui, tu sais, comme, mettons, je sais pas le nombre de grands-pères, j'ai entendu dire, lui, il a construit sa maison de ses mains, il a forgé ses propres clous. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tu penses pas que tu jettes des clous, là, tu jettes pas un clou, il est tout déformé. Non, correct! On va le rentrer. Ouais. Ça c'est vraiment perdu, là. C'est perdu, man. Mais c'est ça, société de consommation, mais ça me porte à te dire, tu sais, est-ce que, ben, moi, je crois que oui, ça devrait être inculqué, ces valeurs-là, dès le primaire. Oui. Tu sais,
toutes mesures confondues, là, mais c'est ça, d'apprendre à c'est quoi la terre, c'est quoi la forêt, c'est quoi les déchets. Regarde qu'est-ce que ça fait, les déchets, tu sais. Regarde, d'être conscientisé à ça. Puis c'est pas une affaire d'être de gauche ou d'être de droite. Tu sais, des déchets, tout le monde en produit, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est une très bonne avenue, en fait. Il faut commencer à réfléchir le déchet très tôt parce qu'on en produit dès notre plus jeune âge. Puis de se responsabiliser. Puis tu sais, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que de donner des amendes, c'est la bonne solution? Non. C'est pas l'éducation. Puis on part de loin. Tu sais, moi, ce que j'essaie de dire, là, je dis waste management encore, là, c'est pas pour attaquer l'entreprise, bien sûr, c'est que ça fait longtemps que qu'on agit ainsi. Puis, tu sais, une taxe, comme une infraction, c'est hyper pas progressif. C'est-à-dire, tu le donnes, puis il n'y a pas de différence selon les revenus des gens. Puis effectivement, puis peut-être que tu le fais à une personne qui le sait pas du tout. Je pense aux nouveaux arrivants qui vont arriver à Montréal. Déjà, nous, comme local, une personne, ça fait 20 ans qui habite à Montréal, il comprend rien dans la gestion des déchets. Fait qu'une personne qui vient d'arriver au pays, il comprend encore moins. Puis c'est sûr, on lui a pas appris, on lui a pas dit quoi faire. Fait que ça fait des mix dans les bacs, des fois, dans certains quartiers. Donc, il y a vraiment un travail d'éducation là en amont. Là, Je pense qu'il doit être fait. L'école, tu l'as dit, puis il y a plein de façons. Là, ces temps-ci, lorsque je parle, je donne certaines conférences aux écoles secondaires, puis là, les profs me disent, on aimerait ça que les étudiants, les élèves, fassent le service de conciergerie, puis qu'ils fouillent dans les poubelles qu'eux-mêmes jettent pour prendre conscience de ce qu'ils jettent. Puis ça, je trouve que c'est une belle avenue. C'est déjà un début de réflexion, de se mettre un peu les mains dans la marde, parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, les poubelles, c'était de mettre un sac, puis merci, bonsoir. Là. Puis même qui met le sac dans la famille, c'est comme un sacrifice, c'est une mauvaise tâche. Mais tu sais, de renverser le rapport, de dire non, je veux m'occuper des déchets. Puis en plus, c'est le concierge de mon école qui va me dire quoi faire. Je vais avoir du respect pour la job qu'il fait. Parce que s'il n'y a pas de concierge dans une école, les professeurs n'enseigneront pas. Même affaire pour un hôpital. S'il n'y a pas de concierge dans un hôpital, les médecins vont être vite débordés. C'est pas une sous-classe. C'est pas une sous-classe. En fait, on est interdépendants. Moi, c'est ça que j'aime dire, là. On a besoin de médecins, mais on a besoin de concierge dans un hôpital. Fait qu'il faut que les deux soient là, mais il faut que les deux se comprennent et se côtoient, se croisent, puis se respectent. Ben oui. Puis c'est pour ça que le rapport aux déchets, c'est d'avoir accès à tout un monde de métiers qu'on met de côté depuis des années. Là, je vais aller checker un peu mes questions parce que des fois, je me perds un peu là-dedans. Mais ça va bien jusqu'à maintenant. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que moi, j'aime la discussion. Fait que j'oublie les questions, puis là, on jase, tu sais. Puis ça, c'est plus comme un aide-mémoire que d'autres choses, là. Ben c'est ça, tu sais, parlant de sous-classe. Je t'ai entendu dans une vidéo, tu disais que il y avait une classe sociale qui produisait plus de déchets que d'autres. Ouais. C'est vrai, ça? Oui, c'est toujours lié au revenu. Puis là, je peux m'appuyer sur un politologue, là, Paul Ariès, qui avait fait que les écologistes ont beaucoup à apprendre des classes populaires parce qu'elles consomment moins. C'est-à-dire, tu sais, les écologistes? Ben, c'est-à-dire tous ceux qui... Puis j'en suis, là, tu sais, on va avoir des points de vue assez forts sur l'environnement, sur les dérèglements climatiques, moi aussi. Mais pourtant, de vivre en pauvreté, tu sais, la différence entre les décroissances subies et voulues, tu sais, il y en a qui la subissent, mais ces gens-là, tu sais, en fait, en général, produisent moins. Tu sais, vont pas être végétariens, ils vont juste moins consommer de viande parce qu'ils peuvent moins. Ils font pas de voyage parce qu'ils ont pas les moyens. Moins de dépenses. Moins de dépenses. Donc, ils génèrent moins de déchets. On a l'impression qu'ils en génèrent beaucoup parce que lorsque tu arrives dans ce qu'on appelle le multilogement, tu sais, les places densément peuplées, les 9 logements et plus, il y a beaucoup de marde, tu sais, beaucoup de déchets à un endroit, mais c'est parce qu'ils sont beaucoup là-dedans. Tu sais, toi, t'as l'impression que, vu que t'as une grosse maison, un gros terrain, que tu mets de quoi dans un bac, que tu produis pas beaucoup de déchets, mais si on te mettait dans la même place que les autres, c'est que tu générais pas tant de déchets. Ta quantité de déchets comme augmenterait de beaucoup, entre autres par les rénovations, par la consommation. Tu sais, lorsqu'il y a un Costco dans un secteur, on sait très bien qu'il y a un Costco. Parce que ça pullule dans les déchets alentours. Les grosses boîtes, les grosses boîtes que les gens ne coupent pas, ne mettent pas dans les bacs, ne prennent pas le temps de « OK, mon bac est plein, je vais le mettre dans mon bac la semaine prochaine. » Ben non. Ça déborde, je vais le mettre dans les vidanges, ma boîte de TV 70 pouces qui rentre pas, là. Fait que par tête, par capita, lorsque tu as du revenu, en général, tu consommes plus. De tout dans une société, mais ça paraît pas.
ça paraît pas parce que, comme je dis, on voit ce qui est plus visible, là, qui sont l'amoncellement de déchets dans les places densément peuplées. Puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'en ce moment, la personne qui parle aussi l'expérience de vidangeur depuis Chris 20 ans. Fait Ouais. tu sais, moi, je trouve ça très intéressant d'avoir ton point de vue, mais t'as aussi le point de vue parce que t'as 2 bacs puis une maîtrise, un en sociologie puis l'autre en psychologie, puis t'as une maîtrise en relations internationales. Ouais. Fait que ton point de vue là-dessus aussi, je trouve ça intéressant, tu sais, sociologie Ouais. de comment que les classes produisent des déchets. Là. Ouais, ben c'est... Puis tu sais, le contact du déchet, là, te renseigne sur plein de choses. Moi, ça m'a intrigué à la base. Puis c'est la raison pour laquelle, en continuant mes études, j'ai toujours continué à faire des recherches, un peu comme toi, là, en autodidacte, là, tu sais, des recherches sur ce que je voyais, sur l'objet des déchets. Puis tu sais, là, je reprends un philosophe, Antonio Gramsci. Tu sais, Antonio Gramsci, il dit que il y a pas de... Dans tout métier, même métier ouvrier, il y a une possibilité d'avoir une conscience, c'est comme une pensée sur ce que tu fais. Dans tout métier. C'est simplement qu'il faut prendre l'opportunité de le faire, de réfléchir à ce qu'on fait. Mm-hmm. Puis moi, je trouve que c'est vrai. Puis c'est comme si, parce que t'es un gars de la construction, on va dire, ben t'es un cave ou tu peux pas penser. Ça, j'ai tout le temps détesté. Tu sais, comme moi, ça, je me souviens, mon plombier, tu sais, parce que moi les ingénieurs parlent beaucoup du pic ressource. Pic ressource, c'est un concept de dire que pour certaines ressources, on atteint le maximum, puis après ça, la Terre ne peut pas en avoir assez, fait qu'il va falloir aller les chercher dans des places plus difficiles, ça va coûter plus d'énergie. Mais j'ai parlé de ça à mon plombier, sur le cuivre. Le cuivre, c'est une ressource essentielle pour la transition énergétique, pour les cellulaires, puis pour les véhicules électriques. La tuyauterie. Pour la tuyauterie. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a du PEX de plus en plus en plomberie. Puis mon plombier connaissait le pic ressource. Il savait... puis il comprenait l'évolution de son marché. Il y avait une réflexion critique sur l'évolution de son marché en tant que plombier. Mais c'est cool d'avoir accès à ça. Ça veut pas dire que parce qu'il est plombier, il peut pas avoir une pensée critique. Mm-hmm. Fait que je trouvais ça super intéressant. Puis je crois que si on valorisait ça, que la pensée n'est pas réservée à certaines personnes, ben on pourrait obtenir plein de très beaux discours dans notre société de gens qui ont un très beau point de vue sur ce qu'ils font. Ben oui, moi j'en suis la preuve, c'est sûr c'est pas super humble de dire ça, mais tu sais moi je pensais que c'était pas accessible à moi ça, tu sais moi j'étais un gros con là, moi je m'allais bricoleur style, tu sais mais tu sais non, au contraire, c'était juste le format qui était pas le bon, puis c'est par la curiosité que tu joues ce chemin là, tu sais mais non, je suis totalement d'accord. Ben on en a parlé tantôt un petit peu là, ce qu'on pourrait appeler l'anti-intellectualisme, c'est-à-dire il y a comme une partie des ouvriers qu'on aurait dit que pour eux, les intellectuels, c'est comme yark, tu sais. Ils créent. Mais pourtant, tu sais, ils peuvent eux-mêmes être intellectuels à leur façon. Puis à ce moment-là, peut-être apprécier ceux qui se disent intellectuels. Puis ça crée comme des ponts. Ouais. Vraiment, parce que, tu sais, moi, mon background aussi, j'ai découvert après, là, en sociaux, il y a une tendance qui s'appelle le mouvement des établis en France. C'est les sociologues des années 60-70 qui disaient, nous, on lâche l'école, puis on s'en va dans les milieux ouvriers, puis on vit notre sociologie. Moi, j'avais pas lu ça à 18 ans, mais j'ai réalisé que c'est ça que je fais. Puis il y a une grande partie des intellectuels qui gagneraient à le faire. Puis ça créerait, tu sais, comme je disais, des ponts, une ouverture, puis nourrirait la réflexion, je crois. Ben oui, puis il y aurait plus de nuances. Plus de nuances, du respect. Ah oui, comme les hosties de gestionnaires là, qui prennent des décisions, là, aller sur le terrain, tabarnak. Ouais, je pense que c'est sain. C'est sain. OK, ça on en a parlé. Il y a de quoi je veux absolument te parler parce que là, c'est ça, moi je t'ai avoué mes penchants pour ramasser des choses dans les poubelles. Là. Toi, tu dois en faire des découvertes là-dedans, là, des trésors que tu trouves, là. Fait que, t'as-tu des exemples? Tu veux-tu m'en parler de ça? Je vais y aller d'une généralité, là. Je trouve de l'or, occasionnellement. Vraiment de l'or, là. OR, de l'or. Puis, donc, du moment que tu trouves de l'or, qui est comme une des matières les plus précieuses de notre société, ça veut dire que l'univers des possibles est infini. C'est-à-dire, tu sais, si tu me nommes quelque chose, je peux le trouver, c'est sûr. C'est impossible. Il y a rien que je peux pas trouver. Alors, j'ai trouvé vraiment tout. Fait que lorsqu'on me parle de ça, j'ai toujours un peu de la misère. Fait que ces temps-ci, je pense plus à des situations. Tu sais, comme là, j'aime beaucoup faire plaisir à ma fille, de trouver quelque chose que je veux pas qu'on achète. Alors là, des fois, je pars le matin puis je demande à ma fille, qu'est-ce que t'aimerais que je trouve aujourd'hui? Puis ça me fait mon défi. Puis comme la semaine passée, j'ai trouvé... non, mais c'est cette semaine. J'ai trouvé un panier de toutous
ma fille tripe sur les toutous sirènes. J'ai trouvé plein de toutous sirènes. J'ai trouvé ça, il était beau, il était propre, il était neuf dans un quartier très cossu. Fait que j'ai amené ça, puis ma fille, tu sais, un enfant, c'est ce qu'on... Ça dit pas toujours merci à ses parents, mais tu sais, là, elle a insisté à me dire merci tellement qu'elle était reconnaissante d'y avoir trouvé ça dans les déchets. Ah ouais. Fait que ça, moi, ça me fait plaisir, beaucoup plus qu'un marteau-piqueur que j'ai trouvé récemment qui valait 600$. Puis que j'ai revendu parce que c'est que j'en ai à sacrer d'avoir un marteau-piqueur de compagnie chez nous. Fait que tu sais, c'est très variable, là. Puis c'est quoi, le monde, il jette ça, genre, par manque d'attention, genre, ou... Ben, la facilité d'acheter, c'est la facilité de jeter. Mais tu sais, ton marteau-piqueur, c'est encore bon, est-ce Ben, la poignée était croche. Ah, Tu ok, comprends? Moi, oui. souvent, là, les gens me disent, tu as trouvé une vidange, ça marche pas. Je dis, non, j'ai trouvé une vidange, c'est sûr, ça marche. Il y a un petit quelque chose. Ça va être décoloration, c'est plus à la mode, il va y avoir une petite chipée à quelque part, la batterie ne fonctionne plus, mais tu savais pas comment la recharger, parce que effectivement, on est dans un mode de vie jetable, donc dès que tu achètes quelque chose, faut que ça marche vite, facilement, sinon je m'emmerde pas, je le jette. Ouais, pis c'est pas cher, mais en c'est pas cher, je vais en acheter un autre. Fait qu'on est dans cette mentalité-là, qui, je crois, c'est peut-être pourquoi que le livre, ça parlait à beaucoup de gens, c'est nocif. Puis on le sait inconsciemment que c'est nocif, mais des fois, on veut pas en prendre conscience parce qu'on veut pas se remettre en question et pas remettre en question notre consommation. Moi, je veux que tu me parles des affaires que tu as trouvées dans les vidanges. Est-ce qu'il y a des affaires que tu as faites? Ben, calisse, voyons, c'est que tu sais que t'en reviens pas, là. Ben, dans l'insolite, je me souviens que j'ai trouvé à Laval-Ouest, un moment donné, j'ouvre le couvercle, puis il y a des photos. C'est des photos de monde nu, à poil. Là, je regarde, tu sais, c'est la maison qui est devant moi. Fait que c'est clairement le monde qui sont là, qui sont dans leur cour à poil. Je me dis, je devrais pas voir ça, tu sais. Là, même, tu commences à te demander s'ils l'ont pas mis là à dessein, tu sais. Ils ont voulu que tu le vois. Volontairement. Fait que ça, c'est spécial. Mais les dildos. Des dildos? J'en t'en trouve beaucoup. Ben, pas beaucoup, mais les fois que j'en trouve, c'est dans les poubelles publiques. Puis pour moi, ça m'a parlé. Fait que j'ai dit, c'est comme... Tantôt, je t'ai dit, les condoms, j'en vois n'importe où. Les gars, ils garochent ça, pitchent ça sur le bord de la poubelle, même pas dans un sac. Les dildos, ils sont cachés dans des poubelles publiques. C'est fou comment ça parle de qui on est, notre rapport aux objets sexuels, au sexe. Parce qu'ils ont honte, ils veulent pas le mettre dans les siens. Peut-être, ils sont mal à l'aise. Tandis que le gars, lui, pas de problème, moi je te garoche ça, même si tu mets les doigts dedans, je m'en sac dans la rue. Fait que moi, ça m'a toujours surpris. Les quelques dildos que j'ai trouvés, ils étaient dans les poubelles publiques. Ah ouais? Fait que j'en ai constaté qu'il y a comme une façon genrée de jeter nos objets sexuels. T'as-tu déjà trouvé un corps? Ben, j'ai des vidangeurs qui ont trouvé des corps, mais d'ailleurs, ça avait passé dans les médias. C'était un collègue qui a trouvé un corps à Hochelaga. Moi, pour ma part, j'ai trouvé un chien mort. Mais vraiment, il faisait moins 15. La poubelle était lourde, il est tombé, c'était un chien congelé. D'une pièce, d'un morceau. C'est dirt. Un gros chien ou moyen? Moyen. Ouais. Moyen, ouais. Okay. Le chien de 120 livres, il aurait pas rentré dans la poubelle. Ouais. Mais c'est un chien de 30 livres, là. Puis tu sais, une autre fois, je me souviens, tu sais, souvent, on te pose la question, est-ce que ça pue? Comme... Si je sens quelque chose, c'est que ça sent vraiment, vraiment mauvais. Puis je me souviens que j'approchais d'un bac de compost, puis écoute, ça sentait la charogne. Puis les bacs, faut comprendre, vu que c'est pas super efficace, souvent on les ouvre pour prendre le sac puis partir, parce que des fois le monde met juste un petit sac, puis vu qu'on est efficace, on n'amènera pas le bac pour vider un bac avec un sac. Fait que t'ouvres le bac pour prendre le stock ou regarder ce qu'il y a dedans. Puis il défonce. Puis en l'ouvrant, j'ai eu une draft de décomposition. C'était un cadavre d'animal dans son bac de compost. C'est pour ça que je l'avais senti. Puis là, des asticots, des vers blancs, il y en avait. Là. Il y en avait. Fait que quand je sens quelque chose, c'est que c'est vraiment dégueu. Là. Tabarnak, man. Puis c'est ça, fait que les affaires insolites, ça ressemble à ça. Tu sais, mon ami a trouvé une Nintendo Switch avec 80 jeux, les manettes, tout marchait. Moi, j'étais un amateur de jeux de société. J'avais trouvé Mémoire 44 sur le plateau Mont-Royal 9. C'est un jeu qui vaut 70-80. Tu sais, c'est tous mes outils. C'est trouvé l'invidange. En fait... Puis comment tu fais pour le... Excuse, mais comment tu fais pour le garder ou prendre le temps de trouver? Ah, ça, on trouve. Faut que on trouve. tu roules, là. C'est sûr, ça réduit un peu la productivité, mais pas tant que ça. Tu sais, dans le fond, tu l'accroches sur le camion, tu le mets dans le câble, tu vas le cacher chez le citoyen. Si le citoyen-là, tu lui dis, je vais aller le chercher plus tard.
OK, puis les autres, ça leur dérange pas ou? Des fois, oui, mais en général, ils sont plutôt compréhensifs. OK. Ouais, en général, ils sont plutôt compréhensifs. Fait que, ils comprennent le geste. Ouais, en général, ouais. Sauf, j'ai des cas, les pires cas que j'ai entendus, c'est à Westmount, il y avait un gars qui avait jeté tout son set de salon. C'était tellement beau que le villageur, là, le chauffeur, il a dit, je vais le chercher à la fin de la journée, puis il dit non. Il dit, tu le prends, puis tu le mets dans la cuve, tu le détruis. Fait que ça, c'est l'exemple le plus dramatique que j'ai vu, mais c'était un exemple. En général, les gens sont plutôt ouverts que tu. Puis y a-tu une raison pourquoi il a fait ça? Parce que moi, dans ma tête, ça sonne comme un petit truc. Peut-être, ou genre, moi, tu sais, il y en a qui. C'est mes déchets. Tu sais, c'est le prolongement de soi-même, fait que tu veux vouloir en faire ce que tu veux. Fait que peut-être que lui voulait garder un contrôle, puis voulait pas que un vidangeur s'assoie sur son sofa. Je sais pas, c'est une hypothèse. Moi, j'aurais été collé des clous en arrêt de ses terres. Putain, tabarnak. Livre-là. T'en as d'autres déchets grâce à moi. T'as un bon vidangeur quand même. non, je pense pas. Je suis bien à ma place. OK. Puis de l'or. Pourquoi quelqu'un jette de l'or? Tu t'en rends pas compte? Ben, en fait, des fois, tu vas jeter un meuble, puis dans le meuble, tu ouvres les tiroirs ont éclaté, puis là, c'est dedans. Fait que, peut-être que c'est inconsciemment. Des fois, c'est un divorce, peut-être. La personne a laissé les meubles, puis il savait pas que sa conjointe avait mis ou son conjoint avait mis des bagues. Tu m'as trompé, garde dans ta bague. Dans un sofa, souvent, dans les cracks, ça a pu tomber. Tu checkes-tu dans le crack du sofa? Il y a des trucs. Tu le lances dans la cuve d'un certain angle, que quand il pète, tu as accès à une partie du dessous du sofa. Ah, OK, parce qu'il plie, fait que c'est plus facile. Écoute, fait que t'arrêtes la machine, tu checkes, puis... J'ai une équipe là, qui a trouvé 4 ou 5 000 $ dans un sofa. Là. Ah, tabac! Non, mais c'est ce qu'on dit, là. Tu sais, on dit souvent, hey, il y a des gens qui cachent leur héritage dans les sofas. C'est vrai. Puis tu le trouves, c'est s'ils l'ont oublié ou peut-être qu'il est décédé. Tu sais, la personne est décédée, tu sais pas, c'est le sofa de ta maman, tu le mets sur le bord du chemin. T'es en train d'écrire sa lettre de suicide, pis... il crie à la fin. Il me semble que j'ai une note! Oh man, oh mon Dieu. Calisse, man. Est-ce que c'est bon pareil? Moi, man, ça je pense que je pourrais pas être vidangeur pour ça. Moi, tout est une... non, c'est encore bon, ça, voyons, ça aussi. Ouais. Mon père, il dit je suis pire que lui. C'est sûr et certain que... Fait que c'est ça, il faut que tu fasses dans ta tête une modération entre ta productivité et ce que tu peux ramasser. Ouais, c'est ça. Tu peux pas tout ramasser, mais reste que ce que tu ramasses, si tu l'avais pas fait, avec un robot, entre autres, le changement latéral, mais ça aurait disparu. Mm-hmm. Fait que déjà, le peu que tu peux faire, c'est déjà génial. Est-ce que, maintenant, la compagnie qui ramasse les déchets devrait pas avoir, je sais pas, une association avec une friperie ou de quoi de même? Clairement. Parce que là, je t'écoute parler, je suis comme, OK, non, attends une minute, là. Il devrait avoir une, tu sais, je sais pas, là, dans le camion, un qui est vraiment déchet, genre, puis l'autre qui est comme, hey, ça, peut-être, tu colles tout ça là-dedans, mais si t'en as pas de besoin, puis tu sais, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé du waste management. Puis c'est pas pour attaquer nécessairement les entreprises, parce qu'en fait, c'est les villes qui ont donné aux entreprises le mandat de ramasser efficacement parce qu'elles le faisaient pas. Il n'y avait pas d'acceptabilité sociale dans les années 70-80. Mais ils ont toute une part de responsabilité. Ils ont toute une part de responsabilité. Ils peuvent pas mettre ça. Non, c'est l'autre. Moi, mais eux qui nous ont demandé ça, puis non, mais c'est un système. Un système qui a été mis en place, puis le système, puisqu'il est sur la productivité, on n'est pas dans ce que toi, tu viens de parler, là. Tu sais, de récupérer, mettre de côté, d'essayer de bien traiter des déchets de façon environnementale et responsable. On n'est pas là-dedans. Il y a personne qui va donner ce mandat-là à une entreprise. Tu sais, une entreprise qui, par exemple, aurait comme dans son contrat, si tu réduis ton tonnage, on te donne un bonus. Une ville pourrait peut-être négocier ça. J'ai entendu que ça se faisait en France. On n'est pas dans cette logique-là. Tu sais, parce que pour réduire, il faudrait que l'entrepreneur dise « OK, mais ça, je le ramasse pas, c'est non conforme. » Mais non, au contraire, même des fois, tu as des demandes des villes de clairer la ville, de la mettre propre. Il y a des touristes qui viennent en fin de semaine. Ça, au détriment de tout. De tout tri. Même si il est resté des sacs de recyclage. Là, les sacs de recyclage, tu sais pas, est-ce que les colbules les ont laissés là parce qu'il y avait un peu d'impureté, il y avait un mix. Mais tu sais, à la fin, ton entrepreneur va dire, regarde, on a une demande, faut clairer. Fait que là, tu ramasses tout d'un vidange. Fait que la personne, elle, le citoyen qui a mis son sac, a l'impression, parce qu'il a foi à un système, que ça a été dans le bon camion. Mais c'est pas sûr. Ah, moi, je trouve ça triste, man, parce que, tu sais, ça vient trop rapidement à un combat gauche-droite, tu sais. Quand ça devrait pas l'être, tu sais. C'est comme, maintenant, il y a de façon de faire de la croissance économique en faisant de la décroissance, tu sais, genre, fait que...
si je peux me permettre, là, c'est Oui, vas-y. décroissance de la consommation, mais croissance de d'autres trucs comme l'économie de la fonctionnalité, qui est la réparabilité, de relocaliser, dans le fond, l'idée de réparer, de réutiliser, d'avoir des écocentres performants. Il y a ça, là. Mm-hmm. C'est une décroissance de la consommation. C'est ça que je pense qu'il faut faire. Mais je comprends pourquoi qu'on le fait pas, parce qu'on depuis les dernières années, on le sait, la croissance, la productivité est, entre autres, boostée par l'achat, la consommation. On est pris là-dedans. Fait qu'il faut vraiment essayer de refaire notre économie, mais pour qu'il y ait des croissances ailleurs. Dans le service, par exemple, on n'arrête pas de le dire, là. On a des mauvais services en santé et tout, mais on pourrait investir là. On est endetté individuellement, les ménages canadiens, québécois sont endettés, pourtant on consomme autant. Lorsqu'on pourrait réparer ou réduire notre consommation un petit peu. Puis, tu sais, t'as parlé de Valérie Plante, mais le livre m'a amené, Projet Montréal, ont voulu me rencontrer pour que je leur parle de tout ça. OK, dis-moi pas que t'allais être pour cette équipe-là, là, ou te présenter avec eux autres. Non, mais ce que j'essaie de dire, bien, là. c'est qu'il y a une ouverture. Parce que tu disais pas gauche-droite, Ouais. mais eux, ils étaient prêts à entendre ce discours-là parce qu'ils savent que c'est les élus municipaux qu'il faut qu'ils fassent de quoi. Puis j'étais surpris parce qu'effectivement... Oui, mais en amont, tabarnak, pas donner des crises de contravention qui servent à rien pour les... Ben c'est ça, ils sont... Les citoyens. Je pense qu'ils ont... En tout cas, moi, j'ai senti une ouverture. C'est les seuls qui m'ont rencontré pour parler de déchets puis que je les critique sur leur façon de faire, entre autres sur les pistes cyclables. Mm-hmm. Ils ont été ouverts d'entendre, parce qu'ils m'ont demandé « Qu'est-ce que tu penses des pistes cyclables? » J'ai dit « Tu veux-tu mon point de vue de cycliste ou de vidangeur? » Les vidangeurs, c'est la crise de merde. Mais je peux t'expliquer après ça comment on pourrait faire mieux. Puis ils étaient ouverts. Ah ouais, puis ils ont-tu fait comme l'OPCM, puis on vous a entendu, mais on vous écoutera pas. On va le faire Camillien Hood. Non, ils m'ont fait des suivis. Puis c'est la raison pour laquelle moi aussi je suis d'accord, c'est pas une question gauche-droite. C'est une question de bien gérer comme ce qu'on consomme en commun. Ben des fois c'est parce que moi aussi que je voulais en venir, puis je pense que t'as compris le point que je voulais faire, c'est ça, c'était que des fois ça avait trop facilement un combat gauche-droite, où ce que dans le fond on veut la même affaire, c'est juste qu'on n'est peut-être pas d'accord sur la même façon de le faire, ou on a des c'est sûr, on pourrait arriver à des consensus, puis vraiment faire comme OK, tout l'économie c'est bon, OK, on pourrait sauver, mais en même temps on fait attention à nos déchets, la gestion des déchets, puis on arrive à trouver un point d'entente, mais des fois c'est qu'ils veulent pas faire de compromis, puis ils sont en train de diaboliser l'autre, un peu comme que je viens de faire là, mais ils sont en train de diaboliser l'autre équipe sans... Puis là, ça brise la discussion. Oui, clairement. Faut qu'il y ait du dialogue. Tu sais, drôlement, j'ai été au Radio de Québec, Radio Populaire, puis ils m'ont parlé de surconsommation. La surconsommation, je crois que, drôlement, ça fait dans tout le monde... On n'est pas à l'aise avec notre surconsommation, mais on est pris dedans. Mm-hmm. Mais pour qu'on se déprenne, il faut qu'on investisse le deuxième R. Le deuxième R, le premier, c'est refuser ou réduire. Le deuxième, c'est réparer, rempoyer, réutiliser. Puis le troisième, c'est le recyclage. Mm-hmm. Présentement, notre société a surinvesti le recyclage parce qu'on s'est rendu dépendant d'un modèle qui est celle des entreprises qui collectent toutes nos matières en mix. Ben oui. Donc, il faut investir. On se déresponsabilise. Donc, il faut que le deuxième R devienne un vecteur de changement économique pour reprendre nos déchets puis en faire de quoi d'intelligent. Je pense à l'écocentre de Saint-Jérôme, qui est un très beau modèle, qui, lorsque tu t'en vas à l'écocentre, c'est chiant là, d'amener ses batteries, son huile. Les gens font « ça me tente pas », surtout que c'est facile de le mettre dans un bac. Mais maintenant, quand tu t'en vas à l'écocentre de Saint-Jérôme, c'est rendu un magasin. Que les gens, il y a tellement d'apports de biens, de matières, que les gens ils vont plusieurs fois par semaine, tellement qu'il y a du renouvellement. Fait que quand tu amènes tes trucs, tu peux acheter des choses que tes citoyens ont jetées. Ça crée une solidarité. Une solidarité dans l'acte de jeter. Là, on a quelque chose d'intéressant. Puis un écocentre coûte, il me semble, beaucoup moins cher qu'une industrie comme dans l'est de l'île, l'industrie qu'ils ont créée pour le recyclage. Une industrie qui dit qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle, le AI, pour trier de façon hyper performante les déchets. Tu sais, ça reste que c'est beaucoup plus simple d'avoir des écocentres performants, intégrés dans la collectivité, avec éventuellement des réparateurs, pourquoi pas. Celle de Saint-Jérôme, qui pourrait être un modèle qu'on pourrait juste généraliser partout au Québec. Là. Ah ben, en tout cas, moi, ça m'enthousiasme beaucoup. Ouais. Puis tu vois, ça, c'est pas gauche-droite. Là.
C'est ça qui est intéressant. Ben c'est ça. Moi, je trouve que c'est un beau mix des deux. Ouais. C'est comment que on peut rendre de quoi qui rende l'utile à l'agréable. Tu sais, que même tu t'impliques dans ta société. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça... Puis éventuellement je trouve ça faire super. de l'éducation. Tu sais, comme c'est compliqué de savoir où vont nos différentes matières à la fin. Là. Tu sais, qu'est-ce que je dois faire avec une pile alcaline, où est-ce que ça s'en va. Mais là, tu aurais comme un expert, ton éco-centre de confiance qui te dit « OK, on va faire ça avec. Tu peux faire ça toi-même. Tu peux éviter de faire ça. » Tu sais, guider les citoyens dans les bons comportements sans les moraliser, dire « Faut que tu fasses ça », mais plutôt leur dire « Regarde, on a enfin une ressource, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui va pouvoir me donner leur juste un acteur local que tu vas connaître, que tu vas pouvoir éventuellement aller. Pourquoi pas même de proposer... On le voit, là, des fois, du bénévolat. C'est-à-dire, tu peux donner du temps à ton éco-centre en échange de biens de consommation. Puis en allant à l'éco-centre, tu vois les déchets, tu peux poser des questions. Puis là, ça fait comme un projet de société. Là. Ah ouais. Chris, peut-être faire du bénévolat. Peut-être ça va me tenter de faire ça. Hein? Dans le contexte. Chris, t'es pas le gars des podcasts. Ben ouais, merde, salut. Non, mais moi, c'est vrai, je ramasse vraiment des fois des trucs sur le bord de la rue, puis ça me fait tout le temps rire, parce que c'est ça, j'ai quand même une petite notoriété, fait que, tu sais, peut-être le gars est en train de m'écouter dans son écran, puis il est comme, Chris, tu Jerry Allen qui fouille dans mes poubelles. Moi, ça me fait rire juste de penser ça. C'est drôle, mais le livre, je pense, la raison pourquoi ça il a peut-être marché, c'est aussi ça. C'est que de ramasser dans les déchets, il y a plein de gens qui le font. Moi, le concept que j'ai, c'est freegan. C'est vivre des rebuts de la société de consommation. Puis il y a plein de gens qui le font. Lorsque j'ai sorti ce concept-là, qui n'est pas de moi, là, qui vient d'ailleurs, les États-Unis puis en France, mais il y a plein de gens qui se sont reconnus puis qui le font. C'est simplement que c'était marginalisé, voire stigmatisé. No. Là, j'essaie de... En l'amenant comme ça dans l'espace public puis que le monde, ça fait du sens, c'est comme si on redonne un peu de noblesse à un acte qui devrait en avoir beaucoup. Celle de fouiller dans les vidanges. Parce que c'est comme si à un moment donné, peut-être à cause de le mode de vie jetable, c'est le bonheur, c'est le fait d'acheter, c'est de pouvoir acheter, c'est d'acheter du beau. Ça nous a un peu... Ça a écrasé tous ceux qui vivaient un peu autrement, faisaient autrement. Nos grands-parents. Fait que si on peut... te trouver hot parce que tu fouilles dans les vidanges, mais c'est cool. Je pense que ça fait partie de la solution. On devrait pas être gêné de ça. Puis on l'a encore. Moi, je le fais. Tu sais, des fois, quand je fais des runs le soir dans mon quartier, puis je les connais, c'est mes voisins. Mais tu sais, les premières fois que tu débarques, tu commences à fouiller, il y a un petit malaise quand même. Puis même si ça fait des années, il y a un malaise. Il y a un malaise, c'est pas normal parce que c'est pas la norme. Ouais. Ben moi, c'est sûr, j'aimerais pas quelqu'un qui fouille dans mes vidanges. Mais si... il y a de quoi qui est là, puis il fait comme, hey, sûr, on a besoin. Ben, moi, je m'en calisse, t'arrêtes, puis tu ramasses ça. Là, mais, ça me ferait plaisir. Puis tu vois, lorsque je vais en conférence, j'amène une boîte de trucs que j'ai trouvé dans les vidanges. Une boîte, là, grosse comme ça. Puis je dis aux gens, ça, là, ça rentre dans un bac. Ça veut dire qu'il y a un système de robots, cette boîte-là, qu'on peut extrapoler puis dire que des boîtes comme ça, il pourrait en avoir plein au Québec qui se jettent dans des bacs à tous les jours. Mais on aurait tout perdu ce que j'ai. Puis là, je montre des trucs, je montre du fer, je montre un DVD de Martin Matt, je montre des vêtements neufs. C'est tous des trucs que j'ai trouvés. Puis je veux juste montrer la démonstration que d'avoir un bac chez vous, c'est pas une fin en soi. Tu sais, un ferrailleur, quand tu fais de la scrap, tu regardes, tu te promènes dans ton quartier, il faut t'ouvrir les bacs. Si tu n'ouvres pas les bacs, il se perd. Tu le sais, de la cope, là, ça rentre dans un bac. Là. Tu la verras pas sur le bord du chemin à côté du bac. À moins qu'une ville fasse un communiqué qui dise « Mettez vos métaux en dehors des bacs », il n'y a pas beaucoup de villes qui le font, puis dire aux compagnies « Tu ne ramasses pas les métaux ». Personne qui fait ça. Mais tu trouves pas que ça c'est un peu intrusif, tu sais, que ça rentre un peu dans la vie privée, puis tu sais, c'est comme je suis d'accord avec toi parce que tu sais, moi-même, tu sais, j'avoue que je le fais un peu, mais tu sais, il y a comme une certaine limite, en même temps, il y a un côté de moi qui fait comme ben gars, c'était rien à cacher, tu devrais pas te stresser, mais je trouve pas que c'est nécessairement une bonne phrase, fait que je sais pas, tu sais. Ben, au niveau juridique, t'es dans la servitude de la ville. Ouais. Des fois, le bac, en plus, n'est pas à toi. Est-ce que la matière est à toi? J'essaie de voir auprès de juristes. C'est pas clair. Après ça, moi, je pense qu'il faut avoir une bonne responsabilité. Là, c'est-à-dire, tu sais, moi, je vois des gens qui jettent des cartes de crédit. Fais pas ça. Je pense qu'il y aurait un travail d'éducation de dire, effectivement, si on a accès à la matière, mettons qu'on le formalise, qu'on l'encadre, les gens peuvent fouiller dans vos déchets parce qu'il y a peut-être des choses qui sont bonnes, mais à ce moment-là, faites attention.
Parce que les gens, ils le font déjà, là. Jeter des cartes de crédit, des papiers personnels, ils le font déjà. Ouais. Puis les vidangeurs le voient, ou pas que les vidangeurs, là, tu sais, du recyclage, ça revole au vent. Fait que, tu sais, tes effets personnels, tes biens personnels, ça peut être, vu que c'est sur l'espace public, un peu accessible à tous. C'est de le faire avec une bonne éthique. Je crois que la ville aurait... Avec classe. Avec classe. Moi, quand je fais des runs, ce que je dis, c'est que si tu fouilles, il faut que ça soit aussi propre, sinon plus propre que tu l'as laissé, pour que la personne n'ait pas de contre-coup, comme tu disais, de ton action. Pas comme un raccoon. C'est ça. À la limite, lui, il va faire du bordel. Puis tu sais, drôlement, écoute, au Moyen-Âge, là, les gens qui s'appelaient les chiffonniers, les biffins, on leur donnait un badge, une médaille, pour s'occuper d'un territoire donné. Puis eux, ils s'occupaient, dans le fond, de toutes les matières qui n'étaient pas gérées par une administration municipale. Eux, ils s'en occupaient. On leur donnait une partie de l'argent que sauvait en taxes. Tu sais, un ferrailleur, dans le fond, il fait sauver de l'argent à une municipalité, là, parce qu'il y a moins de tonnage qui est mis dans le site d'enfouissement. Ouais. Mais il n'y a pas du tout la rétribution de son acte, en plus d'être assez marginalisé. Ah ouais. Puis il n'y a pas non plus l'impact écologique de son geste, parce que de mettre des métaux, dans le fond, au centre de recyclage, ça réduit l'empreinte carbone de notre société. Ouais. On le voit comme un redneck. On le voit comme un redneck. Puis en plus de ça, on a l'impression qu'il fouille dans nos vidanges. Alors pourquoi pas lui redonner une partie de ce qu'il donne à la société, puis en échange de lui fournir un encadrement, des normes, des règles, dire écoute, fouiller, tu sais, fais attention, ou tu sais, mets pas le bordel quand tu regardes dans les vidanges, mais oui, tu sais, vu que c'est l'extension de nous-mêmes, de fouiller dans nos déchets, je sais qu'il y en a qui voient ça comme une intrusion, mais je pense que c'est de le faire avec respect, puis collaboration, parce qu'effectivement, il y a des gens qui savent pas où ça va. Le bac à recyclage, moi, je le vois comme un exutoire, comme tu disais tout à l'heure, c'est que les gens, des fois, ils vont jeter dans un bac à recyclage des choses qu'ils savent, qui vont pas dans les déchets, mais qui savent pas où ça va. Comme des jouets pour enfants, des mangas, des animes. Ouais. Ils vont les mettre là parce qu'ils se disent « Je sais que ça va pas dans les déchets, mais je sais pas où ça va. » Fait que quelqu'un fouille puis qui s'occupe des matières, ça t'aide comme citoyen. Il faut le voir un peu comme une collaboration, un partenariat. Mais effectivement, il faut que les choses privées, à ce moment-là, ça soit clair puis que ça soit pas mis dans les déchets. Écoute, ça va jusqu'au point, quand tu me parlais de ce que je ramasse, j'ai déjà ramassé un ordinateur, puis mon frère était dedans. Ton frère? Mon frère. J'avais ramassé l'ordinateur d'un ami de mon frère, j'avais une vidéo des photos de mon frère lorsqu'il était jeune. Ça dit à quel point t'es inconscient lorsque tu jettes. Là. Tu m'as donné accès à ça. Après ça, là, tu vas me dire, j'aurais peut-être pas dû le ramasser, mais c'est parce qu'un ordinateur, ça va pas dans les déchets. Fait que, tu sais, si tu l'amènes au centre de tri, il y a un acte quand même responsable, écologique, là, ça devrait jamais se ramasser dans les ordures. Mais non, puis même là-dedans, il y a de l'or. Tu sais, dans les disquettes. Il y a de l'or. Dans les motherboards. Ouais, c'est ça, excuse. Ouais, c'est ça que je voulais te dire, tu sais. Les disquettes, ça parle de notre âge. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis là, avec des réactions chimiques, tu peux comme tout refaire ça, aller retirer. En Inde, ils font beaucoup ça, parce que c'est eux autres, en ce moment, qui récoltent nos déchets, là. Ben, c'est ça. En tout cas, on a pas mal tout fait. Moi, je voulais te poser la question parce que c'est la question que je voulais te poser parce que tu as dit que c'est un métier qui est dangereux. Tu te blesses au moins une fois par année. Puis tu as même perdu des collègues qui sont morts. Fait que moi, j'ai resté totalement surpris de ça, tu sais, que tu te blesses. Je suis comme, ah ben oui, un métier physique. Ça fait du sens. Fait que tu nous développer là-dessus? Oui. Ben, on se blesse beaucoup au début. La consommation peut ne pas aider. Il y a aussi l'idée au début, tu sais, comme quand tu commences un sport où le MMA, c'est un bon exemple. Quand tu commences, c'est là que tu te blesses beaucoup parce que tu sais pas tes limites, tu sais pas les techniques. Alors, au début, moi, je me blesse mieux en étant vieux que lorsque j'étais jeune. Maintenant, je me blesse moins. J'essaie de mettre une norme d'une fois par année pour dire, des fois, c'est une blessure banale, mais des fois, c'est une blessure importante. Mais c'est que, moi, j'aime dire qu'un vidangeur assume le risque. C'est un métier qui a énormément de risques. On peut pas le contrôler, on l'assume. On assume qu'il va en avoir, fait qu'il faut le gérer. Comme lorsqu'on fait du sport, tu peux te fouler la cheville, tu peux avoir une commotion cérébrale, mais vu que c'est un travail, on le tolère pas. T'sais, on fait, ben non, t'as pas été responsable. Mais tu sais, si on avait à regarder qu'est-ce que les citoyens peuvent faire de mieux, mais je pense que ils contrôlent une partie du risque que nous, on assume. Puis il y en a tellement, tu sais, comme de se faire happer par un véhicule. Il reste qu'il y a une responsabilité du chauffeur de l'auto, t'sais. Plus peut-être que l'acte du vidangeur qui devrait se sentir en sécurité lorsqu'il travaille. T'sais, lorsqu'ils ont passé le règlement du corridor de sécurité pour les forces de l'ordre, je trouvais que c'était un bon règlement.
Mais pourquoi pour les forces de l'ordre et non pour les vidangeurs qui sont 100 fois plus à risque et 100 fois plus au contact des véhicules routiers? Ouais, parce qu'ils l'ont fait aussi pour les gars de la construction sur les véhicules sur les autoroutes, là, tu sais. OK, bon. Puis, mais ça rentre là-dedans aussi. Ouais, là, parce que, tu sais, on va voir le chauffeur va louvoyer, des fois, tu sais, juste tasser un petit peu le derrière du truck, la queue, pour t'aider, pour que tu forces en angle et non que tu aies à faire un mouvement de rotation de ton tronc. Mais lorsqu'ils louvoient, tu sais, les véhicules, puisqu'ils sont pressés et pas, ils observent pas le travail, mais ils vont essayer de passer. Pas patient, ils vont essayer de passer. Puis là, peut-être que toi, t'as traversé de l'autre côté, mais là, il va te happer, tu sais, il va te frapper. Donc, oui, tu sais, les risques sont multiples. Ça va même jusqu'à lorsque je fais de la formation. Je me souviens qu'il y a une de mes runs à Côte-des-Neiges sur des carrés. J'avais mon ami avec moi, puis j'avais dit à mon ami, dis-toi que tous les automobilistes veulent te tuer. C'est une exagération, là. Mais il en suffit d'un. Mm-hmm. Il en suffit d'un. Puis tu sais, j'ai eu des amis là, qui se sont fait accoter par un char, là, tu sais, accoter le mollet par le char qui a juste arrêté au bon moment. Mais ça devrait pas, là. C'est complètement insensé d'assumer que le citoyen assume un risque aussi grand pour l'intégrité d'une personne, c'est hallucinant. Eux autres, ils y pensent pas. Puis c'est qu'est-ce qui est triste, c'est que on est tous sujets à pouvoir faire ce manque d'inattention-là, ce manque de jugement-là, dans le fond. Ouais. Parce que des fois, on est pris. Tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Tasse-toi, carré, ce type. Il y a une place. Ouais. Pow! Tu le frappes. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi t'es là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis on a la difficulté à prendre notre responsabilité. Tu sais, je pense, lorsque je prends un sac, admettons, un sac de 60 livres, le citoyen est là, je lui dis, hey, peut-être un peu lourd ton sac, surtout qu'en plus, il y a un couteau qui dépasse. Tu le vois, le couteau, il dépasse. C'est pas moi, c'est ma femme. C'est pas moi, c'est mon voisin. On a de la difficulté à prendre notre responsabilité. Puis ça, je crois que ça nous pèse parce que ça favorise pas le changement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un couteau, esti? Comme moi, j'en ai déjà jeté un, mais je l'ai pété en deux. C'est pas mauvais. J'ai essayé de le mettre dans un genre de chandail, esti, tu sais, des vieilles bobettes. C'est un bel effort. Mais tu sais, si t'as un robot dans ton secteur, un chargement latéral, ça n'a pas d'impact. Tu peux mettre ton couteau, ta vitre n'importe comment, à part que ça peut se disperser, la vitre, lorsqu'il shake le camion, ça peut se disperser. Mais déjà, de se poser la question, c'est s'intéresser à la personne qui ramasse nos ordures. Fait que ça, c'est déjà... Je me suis rentré un couteau dans le pied à m'emmener. Fait que c'est pour ça que maintenant, je fais attention. Ah ouais, c'est ça. Puis sinon, tu sais, je sais qu'en ville où il y a du lousse, tu sais, que les gars travaillent en arrière comme moi, tu sais, tu peux mettre des trucs dans une boîte, puis le marquer. C'est dangereux. Il y en a qui font ça. Okay. Fait que, tu sais, une boîte... genre vite, puis moi, ma vitre, je mets dans constante. Tu sais, je vois moi, je me casse la tête. Je mets tout ça, puis je m'en mets dans un dépôt de vitre, là, tu vas à côté des sacs. Là. T'es donc un citoyen responsable. Pas vraiment, c'est juste, pour moi, c'est inacceptable de gaspiller quelque chose. Je suis pas capable de faire ça. Fait que c'est pas tant pour mérite, c'est plus par problème mental. Non, mais le problème mental, il est pas là. Il est à ceux qui consomment trop. Ouais. Moi, je pense que tu fais partie de la solution. T'es fin. Fait que, pis là, c'est un peu moins joyeux, là, mais quelqu'un qui meurt, c'est comment qu'il décède? C'est quoi qui est arrivé? C'est quoi? Ben ça peut être... Il y en a pas beaucoup, là. Okay. Moi, j'en connais pas personnellement. J'ai connu un collègue qui s'est suicidé. Oh, OK. Ça nous a ébranlé, mais tu sais, dans les milieux où il y a beaucoup de toxicomanie puis beaucoup de désaffiliation, tu sais, des gens plutôt seuls, bien, c'est quand même courant. C'est juste que, tu sais, comme, lorsque j'ai commencé en itinérance comme intervenant, une des premières personnes qu'il y avait dans la maison, c'était un vidangeur. Puis récemment, dans la bibliothèque près de chez nous, il y avait une personne en situation d'itinérance. C'était un vidangeur. C'est des, tu sais, comme lorsque t'as dans ta vie beaucoup d'enjeux, tu sais, puis beaucoup de détresse, tu sais, le suicide peut être plus courant que peut-être dans d'autres milieux où t'as un meilleur filet social. Là, j'ai fait une grosse parenthèse, là, un peu dramatique, mais bref, c'est pour ça qu'il faut parler, il faut nommer, il faut vraiment pas hésiter. On vit énormément de détresse en société, puis faut le reconnaître. Faut d'abord le reconnaître pour soi-même, puis ensuite pas être gêné d'en parler. Puis mais je suis content de savoir que c'est pas quelqu'un qui est proche de toi qui est mort. Ça va être souvent des nouveaux, le camion qui peut reculer, un citoyen qui peut le happer. Tu sais, le camion qui recule dans une manœuvre, au début tu sais pas trop comment te placer.
l'industrie là-dessus a été très responsable. Toutes les entreprises à faire beaucoup plus de sensibilisation, de mettre des formateurs. Moi, je l'ai été pour valoriser le fait qu'il y a de quoi apprendre en sécurité comme pour les vidangeurs. Fait que ça a été... Mais tu sais, faut de quoi de dramatique pour tuer quelqu'un, là. Fait que moi, c'est beaucoup les accidents. Okay. Puis c'est pas toi qui arrive, qui est courant, là. Non, quand même, c'est pas courant. Mais les blessures, c'est courant. Ouais. Ça, ça, j'en doute pas, là. Ça fait partie de la job. Tu peux-tu avoir de quoi, maintenant, ton bras qui pogne dans quelque chose ou qui rentre dans le tordeur? C'est plutôt rare. Parce qu'en fait, c'est toi qui les active. Fait qu'il faudrait c'est ça, là. Faudrait que c'est ça, mais tu sais, il y en a un qu'on connaît, là, qui est au centre de transbordement. C'est là qu'on amène les déchets qui, eux, sont acheminés ensuite à une dompe, un site d'enfouissement. Puis il y en a un qu'on sait qui est signaleur dans le centre. Puis lui, il manque un bras parce que il se l'est fait manger par la cuve. Mais non! Mais c'est rare. C'est juste qu'on le sait parce que tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé pour le gars, tu sais. Il t'envoie pas à main. Ah non, là! Là, tout le monde connaît la joke, il fait tout le temps ça. Ben, tu sais, j'ai connu des doigts coupés, lacérés. C'est quand même trash, là. Fait que... Ben oui, ça fait partie de la job. Mais tu sais, le sport professionnel a ça aussi. C'est ce qui ne te tue pas te renforce. Ouais. Hey, mais en tout cas, Simon Paré-Poupard, man, ça a été vraiment là très très plaisant. Merci beaucoup. Pareillement. C'était le fun. Tu sais, rare, je peux parler de ça avec quelqu'un qui a l'air d'avoir la même passion que moi pour. Ouais, non, mais je sentais une passion là, de ton côté. Oui, vraiment. Là. Ma blonde, c'est sûr qu'elle écoutera pas ce podcast-là. Elle est déjà assez curée de qu'est-ce qu'il y a à la maison, là, tu sais. Mais merci beaucoup. On a mes commanditaires qui est les cafetières Bellucci et procafetière.ca qui t'offre dans le fond un sac de café du WhatsApp Podcast. Fait que je sais que t'aimes pas la surconsommation, mais gars, celle-là, tu vas l'aimer. Non, mais j'aime bien le café, alors ça va. Ouais, c'est ça. Ça va être un bon... tu vas avoir bien de l'énergie avec ça. Fait que si vous voulez le sac, il est au procafetière.ca. Fait que merci beaucoup pour vrai. J'encourage le monde à aller chercher ton livre Ordure, journal d'un vidangeur. Moi, tu m'as vraiment donné le goût de le lire pour vrai. Ça, ouais, vraiment beaucoup. Puis j'aime pas la lecture. Fait que ça va être le fun. Tu vas me donner ça. Je te laisse le mot de la fin si le monde veut te suivre ou ben c'est ça. Je te laisse le mot de la fin. Bien, merci pour tes questions, ton intelligence. Merci pour cette discussion. Puis d'avoir apporté dans l'espace public ces réflexions-là. Moi, j'apprécie. Ben, c'est très réciproque. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.